Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1108 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 novembre 2025. Cette émission vous est présentée par Fujifilm et son système GFX, des appareils grand format dotés d'une qualité d'image unique. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Marie Courtel de la boutique spécialisée MN Photo Vidéo et le journaliste lui aussi spécialisé Louis Royer du magazine en ligne Phototrend pour notre grande sélection des meilleurs hybrides de l'année 2025. Alors, comme chaque année et avant de commencer, je vous propose que l'on fasse un petit point sur les nouveautés et tendances qui ont vu le jour en 2025. Jusqu'à présent, l'année 2025 a été très excitante chez tous les constructeurs sauf un. Et pour la deuxième année consécutive, c'est Sony. J'ai compté chez Canon 3 nouveaux boîtiers et une nouvelle caméra. R6 III donc, le V1, le R50V et l'EOS C50. Chez Sony, un seul boîtier, le RX1R Mark III et une caméra, la FX2. Chez Nikon, 2 boîtiers et une caméra avec le Z5 II et le P1100 et enfin la nouvelle Nikon ZR. Chez Fujifilm, 4 boîtiers, le GFX 100 RF, le X-Alph, le XE5 et le XT30 III. Chez Lumix, 3 nouveaux boîtiers, S1R2, S1II, S1II-E. OM System, 2 boîtiers, l'OM3 et l'OM5 Mark II. Chez Leica, 2 boîtiers également, le SL3S et le MEV1. Chez Sigma, 1 boîtier, le BF. Chez Ricoh, 1 boîtier, le GR4. Et enfin, chez Hasselblad, 1 boîtier avec le X2D Mark II. Voilà donc une très belle année 2025 et Dieu sait qu'elle n'est pas encore terminée. Par contre, voilà, chez Sony, deuxième année consécutive un peu étonnante. Qu'est-ce qui se passe chez Sony selon vous qui, ma foi, ne ressemble plus trop à la locomotive du marché de la photo que la marque a pu être pendant de nombreuses années? Marie, pour commencer. Je pense que déjà, il y a des rumeurs d'un A7 V. Ouais, ça fait 2 ans qu'il y a Ça des fait rumeurs 2 ans. de On l'A7 V. espère qu'à un moment donné, ça ne sera plus une rumeur. Effectivement, alors ils ont des très très bons boîtiers. La 7 IV est un boîtier qui se vend encore très bien, qui est encore très cohérent par rapport au marché, bon, un peu vieillissant, mais c'est vrai qu'ils ont eu une grosse période où ils sortaient énormément d'appareils. Là, il y a un petit creux, donc on espère un retour en 2026 avec des belles nouveautés et des produits qui attirent les clients. Mais après, la question, c'est est-ce que finalement, ils ont besoin vraiment de sortir des boîtiers? C'est ça, en fait, je pense que c'est ça la vraie réponse, c'est que, comme disait Marie, la 7 IV, il se vend encore très bien, et quand tu parles à Sony, ils se disent, ouais, oui. nous, la 7 IV, c'est le boîtier qui se vend le plus au monde, globalement, ouais, avec la 7C2 en Quand Asie. on voit ses specs, on se dit Voilà. bon. Et puis, voilà, évidemment, quand on fait la course à l'échalote, qu'on dit que lui, il a pas de capteur ceci, il a pas de rafale cela, oui, bon, après, c'est un boîtier qui reste excellent. Il peut être un peu moins bon en vidéo que d'autres appareils photo, mais je pense que déjà, ils attendaient de voir ce que proposait la concurrence. D'un côté, Z6 III l'an dernier avec Nikon, et là, le R6 III avec Canon. Donc, on attendait de voir ce qui allait sortir pour pouvoir peut-être se placer au niveau marketing, au niveau du tarif. Et puis, est-ce qu'il y a... Je pense pas qu'ils aient des problèmes de production ou de développement. Je pense que vraiment, tant qu'il y a un boîtier qui se vend très très bien, sachant qu'ils gardent très longtemps leur boîtier au catalogue, est-ce que c'est pertinent de sortir un A7 V pour, quitte à couper l'herbe sous le pied de la 7 IV, qui pourtant reste encore très pertinent pour beaucoup de gens? Je pense qu'il y a pas de problème. Et puis, ils sortent moins de choses, mais ils sont arrivés plus haut, plus vite que les autres, en fait. Enfin, ou avant. c'est ça. Ils sont arrivés, ils avaient une gamme plus mature plus tôt. Et je pense pas que ça traduise de problèmes de développement, puisque de toute façon, les capteurs modernes, c'est eux qui les font. Les technologies d'autofocus, c'est eux qui ont quand même la plus avancée. Donc derrière, je pense qu'ils en ont sous le pied. Et c'est fait partie d'une stratégie, qu'on la comprenne complètement, qu'on l'appréhende complètement, qu'elle soit pertinente ou justifiée, ça c'est une autre raison. Mais je pense que c'est une stratégie qui est assez logique pour eux. C'est pas forcément qu'ils sont aux abois ou qu'ils sont en panique quelque part à ce niveau-là, quoi. Non, puis peut-être qu'ils tirent les leçons de l'A7 III, qui est un boîtier sorti en 2018, qui est toujours un petit peu d'actualité, toujours séduisant. On va en parler dans nos sélections de produits probablement. Et puis on est obligé, on parle quand même de système. Là, on parle de boîtier aujourd'hui, on va parler d'optique la semaine prochaine. On est obligé de parler des optiques qui sont déjà en train de faire des deuxième générations de zoom. Alors Nikon aussi a commencé, mais ils ont vraiment pris de l'avance. Donc quelque part, tout ça s'explique. Ce qui interpelle un peu plus, c'est le RX1 Mark III, voilà, qui lui n'était pas forcément attendu, qui pouvait être espéré, Qui est décevant. qui est décevant parce que vendu à certains prix et puis certains choix opérés qui ont pu surprendre par le choix optique, l'absence de stabilisation. Comment tu l'as reçu, toi, qui l'as eu en main?
Alors, bah, comme tout le monde, j'étais surpris puisqu'il est quand même tombé comme ça entre la poire et le fromage sans que personne soit au courant. Même chez Sony, ils étaient pas tout à fait au courant. Et moi, je suis compliqué. C'est un boîtier, comme j'ai dit dans test ou en écrit ou vidéo, on adore détester parce que fondamentalement, c'est pas un mauvais appareil photo. Il y a plus de mauvais Ah appareils non, c'est photo. pas un Il mauvais fonctionne très appareil, très ça c'est sûr. bien. Alors, il est peut-être moins sexy qu'un Leica Q3 ou qu'un X106 et j'en passe. Mais il marche très très bien à bien des égards. Il marche même mieux que ces boîtiers-là, notamment en termes de mise au point, de dynamique de capteur, de restitution des détails et tout ça. Après, il embarque des technos des fois qui sont un peu vieillissantes, un viseur qui est quand même assez daté, une optique qui a presque 15 ans. Voilà, moi, le principal point d'achoppement, ça reste le tarif, hein. C'est souvent le tarif, mais un boîtier comme ça qui est lancé à 3 000 €, ça me choque pas plus que ça. Un boîtier qui est lancé à 4 500 voire plus, là, tout de suite, c'est très choquant parce que d'ordinaire, enfin, c'est un truc que j'aime, je répète presque ad nauseam, les compacts experts, d'ordinaire, chez les constructeurs qui en proposent, Fuji et Leica en l'occurrence, c'est un peu la panacée. Le meilleur rapport qualité-prix, quand tu prends un hybride approchant chez le constructeur respectif, eh ben, c'est moins cher ou au tarif équivalent de cet hybride-là avec une focale fixe à ouverture équivalente. Là, chez Sony, c'est plus cher qu'un A7R, un A7CR avec une optique équivalente, c'est même plus cher qu'un A7R5 avec une optique équivalente. Et donc là, c'est là, en fait, c'est là où la comparaison, Ouais. elle flingue un peu le produit. Tu dis, mais attends, pourquoi je prendrais ça alors que j'ai un A7CR avec une optique pareille, même voire plus piquée, pour peut-être 1000 balles de moins et qui est pas un moins bon appareil, qui est exactement le même appareil fondamentalement Sans et qui a stabiliser, est enfin, stabilisé pas le de A7C. stabilisation. Là, il y a une autonomie qui est quand même assez légère pour être Et en plus, c'était la gentil. réponse initiale de Sony qui prend des années, on l'est tanné, pourquoi pas un RX1R pour Ouais. ce 3 pour surfer sur la vague des Q3 et compagnie. Il dit, mais non, on a déjà un RX1R 3, ça s'appelle un A7CR. Et fondamentalement, oui, alors il est un peu plus gros, alors c'est pas la même logique hybride ou compact, mais le boîtier était là, et il se tient tout seul. Et encore aujourd'hui, c'est le meilleur rival ou le pire rival au RX1R 3. Moi, le RX1R 3, c'est un très bon boîtier, tu me le donnes, je vais pas dire ah non, c'est nul, j'aime bien l'utiliser. La qualité d'image est C'est formidable. ça. Même si bon, bah, c'est un peu moins piqué que les optiques modernes, mais bon, ça reste quand même très, très acceptable. À Après une 4 ouverture. 900 € quand même. Oui, voilà. Le problème, il est là. Le problème, il est vraiment que ça approche les 5000 balles, alors que je pense que les technos dedans, elles sont hyper éprouvées. Le capteur, c'est le même depuis 2019, 60 mégapixels. Le viseur, il a une dizaine d'années. L'optique, elle a 13 ans. Et l'autofocus, pareil, c'est le même depuis 2022. Il y a tout qui est éprouvé. Il y avait tout qui. Enfin, voilà, ils font pas des produits qui sont hyper accessibles, mais il y avait tout pour faire un boîtier à 3000 balles, sous les 3000 à 3 500 €, qui là, on aurait dit: «Bon, il y a des limites, mais au regard du prix, c'est un excellent rapport qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux chez Sony» et au niveau des compacts experts, il bat la concurrence à ce niveau-là. Et là, ils ont fait un choix de positionnement tarifaire qui est éclaté et c'est vraiment là le principal problème, je trouve. Marie, il a été reçu comment, ce boîtier, chez MN Photo et Vidéo? Alors, c'est vrai que c'est un boîtier qui est assez cher, donc il est un petit peu difficile à expliquer, au niveau de son prix, par rapport à ce qui peut exister, chez la concurrence, et donc dans les comparatifs et c'est vrai que les clients, s'attendent pas à ce prix-là par rapport au produit fini. Je rejoins Louis dans l'explication effectivement, et donc du coup, c'est vrai que bon, c'est un produit qui, voilà, qui sort pas énormément, qui est un peu difficile à vendre en fait, hein, pour, pas se le cacher. À l'inverse de Sony, on a Fujifilm qui signe encore une année incroyable avec 4 nouveaux boîtiers, dont accrochez-vous, le premier compact expert moyen format, un nouveau concept de compact expert pour les nostalgiques de l'argentique, la troisième génération de XT30 entrée de gamme et le X5 et le XE5 sortent de X106 mais à objectif interchangeable. On écoute Jules Azeli du Fujifilm France nous présenter ce nouveau boîtier. En fait, il était important et nécessaire pour nous de continuer à proposer une alternative à objectif interchangeable au X100, qu'on connaît tous, dont on a tous entendu parler, et qu'on a tous voulu à un moment ou à un autre. On a tendance à oublier que le X100, ça peut être un boîtier qui peut être un petit peu contraignant de par l'absence de possibilité de changer d'optique. Le X5 est là pour parer à ça. C'est-à-dire qu'on reprend tout ce qui fait la réussite et l'excellence d'un X100, ce format compact, aujourd'hui ce capteur de 40 millions de pixels, le processeur 5 qui équipe aujourd'hui toute notre gamme, enfin toute notre haut de gamme, avec ses algorithmes d'autofocus très performants de reconnaissance de sujet, de visage, de suivi, etc. Les specs en vidéo aujourd'hui qui sont attendus par une belle majorité d'utilisateurs, donc jusqu'en 6K, en 6K 30 et en 4K 60 sur un boîtier qui reste ultra compact, tout en offrant la versatilité d'équiper toute la série d'optiques X sur un boîtier qui reste léger et qu'on peut oublier sans aucun problème. Et c'est aussi pour ça qu'on le sort avec ce 23 mm pancake
qui vient faire un combo qui se rapproche énormément de ce qu'on peut trouver sur un X100, encore une fois, en offrant la polyvalence et la versatilité de pouvoir changer d'optique derrière. Oui, ils sont chauds quand même, Fujifilm, là, depuis un certain temps, là. Ils sont très chauds. Alors moi, j'aime beaucoup leur boîtier. Ils sont aussi très chauds pour recycler, j'ai envie de te dire, parce que le X5, globalement, c'est un XT50 ou un XT5 redessiné dans le gabarit d'un X4 à qui on a fait prendre 750 € quand même dans la face. Mais bon, c'est un excellent boîtier en demeurant. C'est vrai que c'est un peu leurs boîtiers, c'est un peu tous des palliatifs, j'ai l'impression, au manque de. Enfin, à la mauvaise production des X106. T'as toujours l'impression que c'est. Non, mais regardez, le X106, on n'arrive pas à le produire, vous avez un X5. Alors, X4, c'était un très bon boîtier. X5, c'est un très bon boîtier aussi. Il faut vraiment pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est. Voilà, même Jules le dit, voilà, ça peut être une alternative au X106. Parce que le X106. Surtout avec un 23 mm f2.8 qui sort en même temps, qui est très compact et qui ressemble à la focale. Qui ressemble au 23 f2 qu'il y a sur le X106. Le boîtier le plus original de l'année, c'est le X-Alpha chez Fuji. Là, on a du truc qu'on n'avait jamais vu nulle part ailleurs chez eux. Bon, après, il faut l'appréhender non plus. C'est quand même un boîtier qui est assez particulier parce que je rappelle, c'est un capteur 1 pouce vertical avec un viseur tunnel qui fait des photos plus ou moins argentiques où on peut se passer de l'écran, voilà, à l'aveugle et compagnie. Attends, faisons une parenthèse quand même. Comment c'est perçu ça en magasin? Qui achète ça? Joker. Qui achèterait ça à 200 € ou à 300 €? Moi. En fait, je pense que voilà, c'est le problème. Le problème du X-Alpha, c'est le prix. Et il est bien trop cher par rapport à ce qu'il est capable de faire. Mais ça reste un produit qui est original et pour le coup, ils ont vraiment sorti quelque chose de différenciant. Donc là où on a toujours l'impression aussi qu'ils se regardent un petit peu tous et ils sortent tous un petit peu les concurrents les uns des autres. Mais au final, le X-Alpha est vraiment un produit très très différent, très original. Il est un petit peu trop cher pour bien se vendre. Parce que pour rappel, il est lancé à 800 € et à ces gammes de prix-là, on a presque le prix d'un XM5, Oui, qui est un c'est hybride. pareil, C'est pas pareil. C'est autre ce que dit chez chose, Fujifilm, c'est c'est pas autre pareil. Non, mais enfin, comparaison n'est pas raison, mais ils existent dans tous un même microcosme. Mais quand tu vas chez Fujifilm, tu as des gammes de prix. Ils ont maintenant, avec le XC33, ils ont presque un boîtier par tranche de 100 ou 200 balles. Et le boîtier avant le XM5, c'est le X-Alpha, qui pourtant ne propose pas les mêmes niveaux de performance qu'un XM5, tu vois. Donc c'est compliqué, j'imagine, à appréhender à ce prix-là. Et je sais pas qu'est-ce qui a justifié un tel tarif, parce qu'effectivement, on parlait des technologies éprouvées plus tôt. Là-dedans, il n'y a rien de révolutionnaire. Donc, est-ce qu'ils se sont dit, oui, on va y aller, mais peut-être à Dubaï, ça serait peut-être passé, je sais pas, mais en tout cas, à moitié prix, on aurait dit, bon, bah, c'est un peu cher, mais bon, pourquoi pas? Ça peut être un sympathique cadeau pour s'initier à la photo, pour faire un peu d'antique. Mais là, 800 €, c'est vrai que ça pique un tout petit peu à ce prix-là. À l'inverse, le GFX 100 RF, qui est donc le premier compact GFX, a un tarif qui paraît, lui, plutôt raisonnable par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début, par rapport au RX1, R3, etc. En plus, là, pour une fois, j'ai envie de dire, il y a des accessoires qui viennent avec. Ça, c'est plutôt chouette, quoi. Genre le pare-soleil, la courroie plutôt sympathique aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce boîtier? Marie, peut-être? Alors moi, le GFX 100 RF, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment le début d'une belle gamme en compact, parce que je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. C'est un produit qui plaît beaucoup parce qu'en plus, il est très beau. Et c'est aussi, je pense, une grande qualité chez Fuji. Désirabilité. Exactement. Donc la prise en main est très agréable. Le rendu, justement, d'avoir un boîtier un peu street en moyen format, ça crée un rendu qui est vraiment très différent. Et c'est très agréable d'avoir l'impression de sortir des photos un petit peu différentes de ce qu'on peut avoir avec des compacts sur le marché qui sont au demeurant tous très bons. Moi, j'aime beaucoup le rendu Studio Street. C'est une espèce d'hybride qui est assez original, je trouve. Parce que Louis, t'es comme moi, t'aimes bien le X100, je crois. Enfin, moi, j'ai un X105. Perso, tu l'as reçu comment, ce GFX 100 RF? Comme tout le monde, il était très attendu et on avait envie, parce que passionné de photo, d'avoir un compact expert moyen format. C'est un très bon boîtier. Alors, esthétiquement, je pense qu'il y a encore quelques trucs à peaufiner, mais ça, c'est mon avis personnel. Après, bon, je pense certains sont un petit peu déçus par le choix ou de l'optique ou de l'ouverture, parce qu'ils ont été ils ont été tenus de faire. Ils voulaient faire un gabarit compact. Ils ont dit on fait un gabarit compact, il n'y a pas de souci, il restera compact. Sauf que du coup, avec un tel capteur, ça limite forcément l'ouverture de l'optique. Et là, on a une ouverture qui est équivalente F4. Et moi, surtout sans stabilisation aussi, c'est ça qu'il faut préciser. C'est-à-dire que F4, alors on va nous rétorquer, oui, moyen format F4, donc ça équivaut à 2.8 peut-être un 2.8 en plein format, blablabla.
Mais il n'y a pas de stabilisation. C'est ça. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien avec le moyen format, c'est. Moi, j'aime bien shooter à la pleine ouverture. Moi, j'aime bien le rendu 3D, le modelé, comme on dit, des sujets. Bien sûr. Et quand tu vas comparer cette optique-là, ce GFX en RF avec un compact plein format, type RXR3 ou les KQ3, eh ben, quand tu fais des portraits et compagnie, ben, tu as quand même une meilleure séparation d'arrière-plan avec Mais le même plein avec un format. X100 à F2. Oui. Et c'est un peu du coup, alors quand tu es en studio, bon, tu dis tu t'en fous, tu mets F8, de toute façon tu es sur un fond, mais quand tu es en street, justement, que tu veux séparer un peu du sujet de l'arrière-plan, c'est plus compliqué. Et bon, on pinaille, hein, effectivement, parce que tu as quand même une qualité d'image qui est exceptionnelle, mais si tu voulais un peu le rendu 3D, le modelé du moyen format, tu l'as pas complètement avec ce boîtier. Après, on peut pas tout avoir voilà, dans un boîtier comme ça, quoi. Complètement. Et puis, il faut rappeler, et c'est vrai que Jules le précise, et ça, c'est un avantage par rapport à la série X100, c'est la taille du capteur et c'est le fait d'avoir plusieurs optiques en une quelque part. Et ça fonctionne vraiment. Et cette molette, je trouve qu'il y a une vraie réussite de choix de format qui permet de faire du panneau, qui permet de faire du 4/3, du 3/4 vertical aussi. Enfin, ça, c'est hyper séduisant à l'usage. Bon, en tout cas, si vous vous intéressez au boîtier Fujifilm, sachez qu'on a déjà fait pas mal d'émissions spéciales sur certaines de leurs nouveautés. On en a une en préparation qui arrive dans quelques semaines sur le nouveau XE5. Pour continuer dans la thématique des nouveaux boîtiers qui sont un peu hors des sentiers battus. Cette année, le Leica MEV 1 et le Sigma BF. Alors déjà, on va commencer par le MEV 1. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée d'avoir implémenté une visée électronique dans un Leica M? Bah, c'était attendu. Alors, on pourra rétorquer qu'il y avait déjà des visées électroniques dans des Leica M. Déjà, tu peux passer par l'écran depuis longtemps. Et puis, ils avaient des viseurs électroniques à visser dessus. Ils ont même été les premiers à faire quelque part de l'hybride 24-36. Si on arrête de pinailler sur... merci. On est là pour pinailler. 2012. Moi, je veux bien, on refait toute l'histoire, si vous voulez, les gars. Ils étaient là avant On est là Sony. encore demain, à ce moment-là. Il faut le rappeler, ils étaient là avant Sony. 1954, le premier M3. Voilà. Je sais pas. En fait, moi, je suis pas vraiment la cible de ce type de boîtier-là. C'est de la niche. Il y en a qui vont hurler, crier au blasphème, comment ça, on vire le télémètre sur un M. Il y en a d'autres qui vont dire oui, mais ça nous permet de faire des optiques avec une distance de mise au point rapprochée. Oui, mais le télémètre, c'est pas forcément, c'est un peu rugueux au premier abord, c'est pas forcément facile à prendre en main et quand tu vises un nouveau public, eh ben, tu as envie qu'il soit plus accessible, même si le nouveau public il vient vers toi parce que tu as un télémètre. C'est donc plus là, qu'un pavé dans la mare du télémètre quand même. Oui, après c'est c'est pour ça qu'ils l'ont pas appelé non plus M11 V ou je sais pas quoi, Ouais. c'est MEV1, c'est Il est vraiment c'est un peu à part. ouais. Ça se trouve il aura pas de successeur, ça se trouve en fait on n'en sait rien, mais il y a des jeunes avec des moyens un peu aisés qui trouvent ça super et il va se vendre par palette entière. Là, c'est un peu tôt pour le dire. Effectivement, c'est un boîtier qui nous a un petit peu surpris. Après, pourquoi pas, si c'est un boîtier sidecar. Bon, ils font un peu ce qu'ils veulent chez Leica. Ils sont dans un monde un petit peu à part. Si ça marche pour eux, tant mieux. Voilà, moi, je vais pas leur jeter la pierre d'essayer au moins de changer un petit peu la formule. Alors, on aurait pu mettre un autofocus ou pas. Enfin, voilà, il est là ce boîtier. Autant le prendre comme il est, quoi. Et le Sigma BF, est-ce qu'il n'est pas un peu trop en avance sur son temps, celui-là? Alors, en avance, je sais pas. Après, c'est un produit qui est assez, qui est assez différenciant. Enfin, Sigma a sorti un appareil qui est plutôt chouette. Enfin, la prise en main pour le coup est vraiment très très agréable. Enfin, moi, je le vois vraiment comme un produit collection. Enfin, c'est la prise en main, c'est vraiment d'avoir quelque chose. L'objet est magnifique. Hein. L'objet est vraiment très beau. Oui. Donc voilà, après Sigma n'est pas vraiment un fabricant d'appareils au départ. Ils ont voulu sortir quelque chose qui a ses qualités et ses défauts. Moi, je l'aime bien, mais voilà, il est pas parfait, mais il a quand même ses qualités. Mais je pense pas de toute façon que Sigma a décidé enfin, c'est pas pour en vendre énormément, parce que de toute façon, même le temps de fabrication est extrêmement long. C'est taillé dans la masse. Exactement. Je sais plus combien ils en font par jour, mais c'est vraiment pas énorme. Hein, donc dans tous les cas, le but n'est pas d'inonder le marché avec leur appareil, mais de se positionner aussi comme un fabricant d'appareils, qu'ils étaient déjà un petit peu, mais de manière beaucoup plus confidentielle. Je pense qu'il y a de ça aussi, parce que quand dans la Helmont Alliance, ils l'ont rappelé avant, parce que des fois on leur disait vous êtes constructeur d'optique, mais non, on fait aussi des boîtiers, regardez, on a des FP, FPL, comment ça, quel boîtier et tout ça. Et donc là, avec l'Alliance L qui commence à avoir de plus en plus de membres, une douzaine de membres à date, dont des marques coréennes, chinoises et compagnie, qui font des optiques, des fois d'optiques très qualitatives aussi. Victrox. Voilà, Victrox en l'occurrence.
eux, ils doivent se dire, attendez, nous, on ne fait pas que des optiques, on fait aussi des boîtiers, donc on est vraiment on est un des membres fondateurs de l'Alliance L. Après, le Sigma BF, oui, un objet de collection, je ne sais pas si ça va marcher vraiment, parce qu'effectivement, il est taillé dans l'aluminium, il est très sympa. C'est globalement un Panasonic S9 en moins bien. Donc, enfin, moi, je suis très terre à Ils terre à auraient ce mis niveau-là. le capteur de 61 millions de pixels du FPL Oui. ou du RX1 R3, etc. Peut-être que ça aurait été encore un peu plus attrayant pour la prise de vue. Après, quand on dit objet de collection, c'est un très bel objet. Moi, les objets de collection qui sont électroniques, donc qui par défaut ont une date d'obsolescence parce que c'est les de pièces l'aluminium, s'usent. c'est taillé dans un bloc, Oui. tu vois. Bon, il est joli. Non, les bonnes idées sont dans l'ergonomie, je trouve. Il y a des choses à piocher à ce niveau-là. Oui, ils essayent. Après, voilà, c'est pas, voilà, ils en font pas des milliers des cents. Ils vont pas en vendre énormément. C'est pour se placer comme fabricant de boîtier. C'est pour faire un objet un petit peu à part. Après, voilà, il a des qualités. En tout cas, ça fait esthétiques, parler. oui, Ça, pour le coup, c'est ça. Mais il a surtout beaucoup de défauts et surtout, on revient toujours aux questions du prix. On est vraiment des béotiens au niveau du prix, mais il est toujours très, c'est très important. cher. On parle Ouais. de guide d'achat. C'est ça. Je crois qu'il a 2300 €, je crois, 2400 € pour un boîtier qui techniquement est assez limité, qui est plaisant à prendre en main, mais il y a plein de boîtiers plaisants à prendre en main qui des fois sont plus pertinents que celui-ci. Après, voilà. On verra tout à l'heure ça. La vidéo, qu'elle soit amateur, experte et professionnelle, c'est aussi au cœur de la stratégie des constructeurs. Cette année, Nikon a lancé sa première caméra avec la ZR. Sony a lancé une entrée de gamme de sa gamme Cineline avec la FX2. Lumix a lancé son S1 II qui est particulièrement efficace en vidéo. Et Canon a lancé pas moins de 3 nouveaux produits orientés vidéo, un compact, le V1, un hybride APS-C, le R50V, et une nouvelle caméra professionnelle, l'EOS C50. On écoute Lionel Cavadini, Video Product Business Developer de Canon France, nous présenter la nouvelle caméra EOS C50. En 2025, il faut savoir que la communauté de vidéastes, elle est vraiment en plein essor, avec un nombre évidemment croissant de vidéastes indépendants et aussi, il faut le signaler, des petites sociétés de production. Et c'est exactement la cible qu'on a choisie pour adresser la C50 de Canon, qui complète un écosystème complet maintenant avec plusieurs produits qui sont au sein de la gamme EOS Cinema. On reparle de ces créateurs qui privilégient, somme toute, une excellente qualité vidéo, une facilité d'utilisation et surtout une portabilité. C'est le mot d'ordre qu'on a pensé pour le C50, puisque cet appareil est vraiment compact et portable. Et beaucoup d'entre eux travaillent en solo et aussi au sein de petites entreprises, pas dans de grosses entreprises, mais plutôt au sein de micro-entreprises où ont eux-mêmes créé leur société. Il existe de ce fait une forte demande pour les caméras qui offrent des fonctions de qualité professionnelle pour un prix qui est extrêmement réduit, puisque ces sociétés en général ont des budgets qui peuvent être limités. Cette caméra sera parfaite pour une multitude d'usages, notamment des gens qui font du documentaire, mais ça peut être également aussi et convenir aussi très bien pour des gens qui font du sport, du film indépendant, voire des gens qui font de la fiction ou qui s'adressent au monde publicitaire. Elle sera également tout aussi intéressante pour des interviews, des gens qui font du corporate et enfin des gens, par exemple, qui font du mariage, et si on résume, des gens qui sont dans l'événementiel. Elle se positionne vraiment en entrée de gamme, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait un appareil qu'on appelait le R5C qui a fait son temps, qui est sorti il y a quelques années déjà, et elle vient un petit peu révolutionner l'usage et les fonctionnalités qu'apportait le R5C. Genre pour preuve, il y a une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante qui s'appelle le crop recording, qui permet d'enregistrer, notamment sur une interview, 2 images en verticale et en horizontale, le tout en même temps et sur 2 cartes différentes. Bon, Marie, la spécialisation des produits avec une ADN très vidéo, c'est une passade selon toi ou c'est une vraie tendance de fond qui est en train de s'installer? Non, je pense que c'est une vraie tendance de fond. Nous, on a une clientèle qui est de plus en plus une clientèle vidéaste. Il y a beaucoup de filmmakers et qui ont envie d'avoir des caméras. On a très longtemps filmé avec des hybrides photos qui font également de la vidéo. Et là, la C50, ça se positionne autrement. C'est une caméra vidéo qui fait aussi un peu de photos. Mais c'est vraiment une caméra vidéo au niveau de l'ergonomie, au niveau de la pensée. Et nous, on a fait un retour d'expérience en magasin. On a prêté cette caméra à un de nos clients qui est filmmaker et qui l'a testé, qui a déjà la C80. Et il a adoré. Il dit voilà, c'est une mini C80. Et lui, justement, il avait besoin d'un second boîtier parce qu'il avait un R1, mais
qu'il aimait pas utiliser en vidéo parce que justement l'ergonomie et des menus également en vidéo ne lui convenaient pas. Et donc du coup pour lui la C50 c'est vraiment la seconde caméra idéale qui est beaucoup plus légère. Donc pour mettre sur un stabilisateur, etc. C'est quand même plus adapté qu'une C80. Et c'est vraiment, je pense que c'est une caméra qui va très bien fonctionner, qui a vraiment tout son sens. Et je pense que vraiment, on va aller de plus en plus vers des ergonomies vidéo. La preuve en est, les FX chez Sony fonctionnent très bien. Oui, d'ailleurs, on voit toujours pas d'A7S4. Hein. C'est quand même pareil, un des boîtiers qui est au catalogue depuis très longtemps chez Sony. Ça s'explique probablement aussi par la gamme FX qui est hyper cohérente. Oui, le enfin, un potentiel A7S4 perd en pertinence d'année en année, parce que de toute façon, comme on voit, soit on redessine des boîtiers normaux pour les transformer en caméras, soit on a déjà des caméras dédiées. Chez Sony, effectivement, la gamme FX, elle est installée depuis quelques années. Elle est utilisée dans des documentaires, dans des écoles, dans certains longs métrages aussi. Et pourtant, quand on écoute les autres constructeurs, les concurrents, elle a des limitations. Enfin, elles sont moins spéciales, elles sont moins solides en caractéristiques que d'autres. Un peu bridées. Un peu bridées, mais elles fonctionnent très bien parce que Sony, parce que la Monturo et compagnie. Et c'est vrai que, est-ce qu'il y aura vraiment un A7S4 et pas plutôt un. Tu sais, il y a des FX3? paroisses, hein, on le sait, les Lumix GH, les A7S, les vidéastes, ils aiment bien ces catégories de produits. Donc, Puis ça là, pourrait être une raison. les rumeurs tablent plutôt sur une FX3 II pour l'année prochaine plutôt que pour un A7S4, incessamment sous peu. Donc ce serait logique effectivement de continuer là-dedans. Et les caméras sont de plus en plus installées. On voit que Nikon, quand ils ont racheté Red, derrière, il y avait une volonté de capitaliser là-dessus pour proposer une caméra vidéo. On le voit avec la ZR, du coup, qui est, chez Nikon, elle est brandée aussi Red ZR. Ouais. Parce que elle a tous les attraits Au féminin, la Red ZR. Et c'est une caméra vidéo très pertinente, surtout que contrairement à Canon ou à Sony, Nikon fait un choix assez pertinent de la mettre à un tarif beaucoup plus accessible. on Elle va a en un tarif parler bien pour le Z5 II inférieur. aussi. Hein. Ouais. Chez Nikon, c'est vraiment à saluer. Et la ZR, donc je pense que c'est pas qu'une passade, c'est une tendance de fond de toute façon parce qu'il y a de plus en plus de contenu vidéo. Après, est-ce que ces boîtiers-là haut de gamme, ça va motiver de plus en plus d'influenceurs, de vidéastes qui se filmaient principalement à l'iPhone avec des petits compacts et ça suffit très bien pour leur pratique de passer à des boîtiers vraiment presque cinéma. Je sais pas. Par contre, ça peut peut-être motiver des chaînes de télé ou des documentaristes qui filmaient jusqu'à présent avec des grosses caméras ou des gros appareils photo à s'orienter là-dessus parce que c'est vrai que c'est des boîtiers qui sont beaucoup plus pertinents pour la pratique, quoi. Ça motive aussi des constructeurs, hein, parce que Fuji a quand même lancé l'Eterna aussi. Hein, GFX Eterna, là, c'est une autre gamme de produits. Tu as suivi ça de près, Marie? Oui, également. Effectivement, on la propose au catalogue. On la rentre au catalogue. Alors, c'est un produit niche, hein, la caméra Eterna. Moyen format caméra, c'est la première. Donc, c'est très récent. Je ne l'ai pas testé. Donc, mais en tout cas, sur le papier, elle est vraiment intéressante. Je pense que de par son capteur, ça sera pas la plus rapide. Ça, voilà, au niveau de la F, voilà, elle aura ses limites, mais ça reste une très belle caméra studio, je pense. Et avec des optiques GF, en fait. L'avantage aujourd'hui des caméras qui sortent, c'est d'avoir des caméras avec des montures photo, donc de pouvoir avoir accès à toute la gamme d'optiques photo. En utilisant en vidéo, avant les caméras, c'était soit de la grosse caméra broadcast avec des montures PL, des choses vraiment très spécifiques, soit c'était de la caméra de point où on n'avait pas le choix et on avait des caméscopes où on avait un petit peu des limites au niveau de la qualité de l'optique. Alors c'était hyper polyvalent, mais c'était pas très ouvert. On pouvait pas faire grand chose et je pense que ça crée une créativité supplémentaire de pouvoir accéder à une multitude d'optiques. On en parlait tout à l'heure, même des constructeurs un petit peu différents comme Laowa, comme Viltrox, etc., Sirui, qui proposent des choses qui sont vraiment intéressantes à des prix qui sont très compétitifs. Enfin, de l'anamorphique, Laowa ou Sirui, c'est quand même. C'est avec autofocus maintenant en plus. Ouais, complètement. Avant, l'anamorphique, c'était réservé aux broadcasters. Ouais. Et là, on peut accéder à l'anamorphique, on peut avoir un rendu anamorphique pour un coût qui reste assez raisonnable. Oui, il est sous les 1000 €. Je crois que Sirui ou Blaser font des optiques anamorphiques autofocus sous les 1000 € et un rendu qui est proche de ce qu'on peut trouver au cinéma, fondamentalement. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va continuer. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, Louis, il y a de plus en plus de contenu vidéo et donc du coup on a envie de les contenus, il y en a tellement que de toute façon ils veulent se démarquer. Et pour se démarquer dans le contenu mais aussi dans la forme, il faudra de toute façon des vidéos de plus en plus qualitatives. Après moi je sais pas qui l'Eterna peut viser parce qu'elle est quand même à 16 000 €.
Elle est chère. Alors, dans le milieu du cinéma, 16 000 euros, c'est une C'est pécadille. pas cher, Voilà, il y a oui. des caméras à 50 000 balles et tout ça. Par contre, c'est la première caméra moyen format avec un capteur de 44 par 33. Par contre, il y a des caméras dans le cinéma qui ont des capteurs beaucoup plus grands, en fait, et qui Mais existent déjà beaucoup plus cher. beaucoup plus chers, mais ils sont déjà équipés. Elles existent déjà, ces caméras. Ouais, Elles ont déjà des montures. Donc là, tu arrives sur un milieu, faut motiver des gens qui étaient en plein format de passer à des capteurs ouais, comme mais ça, mais tu as c'est 2 optiques pour c'est la l'instant. même Donc, chose, c'est un premier jet. C'est un premier jet. Bon, avant de commencer les sélections de produits, Marie, comment se profile la fin d'année pour MN Photo Vidéo, que ça soit sur votre site web ou en boutique? Il y a des rendez-vous pour faire des bonnes affaires. On a le Black Friday qui pointe le bout de son nez. Il y a toutes les campagnes d'ODR, de remise immédiate. Comment ça se profile, tout ça? Alors effectivement, il y a le Black Friday qui va arriver, donc on prépare. Nous, on est Allez, également donne-nous une exclue, là. Un truc. Non, j'ai pas, je suis désolée. Par contre, on sera au Festival de Montier-en-Der Ouais. avec Lumix et Sigma pour l'Alliance L. Donc, on est ravis. On prépare également ça de manière assez intense. Ça va arriver très, très vite et on est très contents. Donc, du coup, il y a pas mal d'activités à ce niveau-là. On prépare bien sûr le Black Friday qui reste aujourd'hui un incontournable sur le commerce. Il va durer combien de temps le Black Friday? Parce qu'à chaque fois, moi, je suis un peu Ouais, c'est perdu. le Black Month, hein, un peu. Hein. parce que la Fnac a commencé hier, je crois, le Black Friday ouais, Month, ouais. le 2 novembre. Ouais, Ça s'étend sur combien ça, de temps ça à peu près? s'étend sur généralement à peu près 2 semaines. Eh oui. Ouais. Ok. Mais tous les ans, Ouais, ça étire. Hein. ça étire, et puis en fait, on étire parce que ça étire partout et on n'a pas le choix. Ça reste Mm. une période incontournable, et donc on est obligé C'est de l'année qui se joue suivre presque. presque, ouais. En tout cas, c'est une grosse partie de l'année. Et tiens, je me posais une question. Est-ce que les utilisateurs d'hybrides experts et professionnels de la première heure, ils ont déjà renouvelé une première fois leur matériel, leur boîtier, j'entends? Oui, 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 on a des versions 1 de pas mal d'appareils, les Z7, les Z6, et ils sont passés sur des versions 2, sur des versions 3, selon. Mais ou des gens qui ont changé de boutique, hein, qui étaient chez Nikon, qui sont passés chez Sony, ou qui étaient chez Sony, qui sont passés chez Canon. Les gens, en fait, ne sont plus autant attachés à la marque, j'ai l'impression, qu'avant. Et en fonction de ce que la marque est capable de proposer technologiquement et dans les avancées, les usagers, généralement, donc les amateurs comme les professionnels, sont prêts à passer d'une marque à l'autre, et donc renouvellent régulièrement leur matériel, puisque quand même, avec l'arrivée de l'hybride, on a quand même eu une avancée technologique, et on a encore la course technologique avec justement le deep learning, l'IA, etc. Et les gens aiment ça. Les gens sont aussi technophiles, donc ils aiment pouvoir avoir les dernières technologies. Et les primo-accédants, donc les jeunes qui viennent un peu du monde du smartphone, qui ont envie de passer justement ce cap et d'utiliser un véritable appareil photo ou caméra, ils allouent quel budget pour leur premier setup? Ça dépend. Ça dépend vraiment de ce qu'ils veulent en faire. On a des personnes qui veulent se mettre à la photo, mais qui n'ont pas un budget très conséquent. Donc Canon ressort des Xus et des PowerShot pour justement, Ouais. voilà. Mais c'est Attends, vraiment tu peux pour redire l'entrée. cette phrase? On est en 2025, histoire qu'on Un l'enregistre bien Nixus? comme il faut. Sérieux? Et précise bien qu'ils ont coupé le port USB pour pas qu'ils puissent se recharger par USB aussi. Après, voilà, ça reste vraiment du compact entrée de gamme, mais on a beaucoup de jeunes vidéastes ou photographes qui veulent vraiment investir, et donc du coup, ils ont des budgets, ils essayent d'être sur un budget autour de 2 000 €. Oui, c'est déjà. Ouais, c'est déjà un beau budget, sachant que quand c'est plutôt pour de la vidéo, faut penser aussi à toute l'accessoirisation qui va autour, et voilà, on insiste vraiment là-dessus pour qu'il y ait pas de déception derrière, parce que en vidéo, il faudra le bon micro, faudra potentiellement un moniteur externe. Enfin voilà, il y a un stabilisateur. C'est vrai que l'accessoirisation vidéo coûte beaucoup plus cher qu'en photo, où on peut se contenter d'un appareil et d'un objectif. Donc on a un petit peu tous les budgets. Ça dépend vraiment de leur envie. Et puis quand c'est des jeunes qui commencent à faire des études de communication, des études de vidéo, choses comme ça, on sent un réel intérêt vraiment d'aller sur un appareil qui va leur faire quelques années, et qui va les amener à devenir professionnels. Bon, en tout cas, ce qui est chouette, et on va le voir, c'est que l'offre entrée de gamme s'est largement développée chez tous les acteurs, et on commence à avoir de très très beaux et séduisants produits, que ce soit en APS-C, en micro 4 tiers ou en full frame, en entrée de gamme, qui peuvent séduire justement ces nouveaux primo-accédants.
Bon, on commence notre sélection par grande famille de produits. Dans chaque famille, je vous le rappelle, nous allons vous proposer donc des recommandations en fonction de différents types de budgets, de profils utilisateurs et même d'usage. Cette année encore, le Compact Expert a été au cœur des nouveautés boîtiers. Fujifilm, je le rappelle, a lancé le premier Compact Expert grand format avec le GFX 100 RF et un compact 1 pouce qui fait la part belle à la nostalgie et l'expérience argentique. Ricoh a lancé son GR4 et annoncé des déclinaisons GR4 HDF et GR4 monochrome. Sony est revenu dans la danse avec le RX1R3 et Canon a lancé le PowerShot V1. On peut aussi citer dans cette catégorie d'une certaine façon Nikon avec son bridge, le P1100. Nous nous sommes entretenus avec le journaliste Pierre-Marie Salomès du magazine Chasseur d'images et lui avons demandé pourquoi le compact retrouvait aujourd'hui ses lettres de noblesse. On l'écoute. Alors, le succès des compacts experts, surtout cette année 2025, je pense est dû à un besoin de revenir à ce qu'on avait avant dans les temps argentiques, on va dire, où chaque photographe avait un petit bloc-notes avec le besoin de pouvoir enregistrer de façon qualitative son quotidien, de pouvoir avoir toujours sur soi un appareil photo, même si évidemment actuellement c'est plutôt les smartphones qui jouent ce rôle. Le photographe expert, parce que clairement les compacts dont on parle s'adresse à un public de photographes. Il y a très peu de gens, on va dire, lambda qui vont acheter ce genre de compact. D'abord parce que les prix sont quand même assez importants et que c'est pas pour un achat coup de tête, c'est vraiment pour un achat où on a besoin de faire des photos. Et donc, ces photographes experts complètent leur matériel, souvent parce que c'est très rare de l'avoir en appareil unique, complètent leur équipement par un compact expert, parce que la qualité des images permet de les mixer avec leur matériel. Les images sont pas différentes de ce que peuvent produire leurs appareils, leurs autres appareils. Donc, ils arrivent à mixer les images et dans un reportage, ça passe bien, ça ne se voit pas. Donc, ils sont exigeants sur ce créneau-là. Et donc, les marques ont relancé. Alors, c'est un frémissement, hein, c'est des produits de niche quand même. Hein. Alors, à part peut-être le Fuji X100 qui bénéficie d'une aura grâce aux réseaux sociaux et qui est en rupture de stock en permanence, peut-être un petit peu moins maintenant. Mais sinon, c'est des produits de niche. Le Leica Q3, le nouveau Fujifilm GFX 100 RF, donc moyen format pareil, et le nouveau Sony RX1R3, donc qui vient d'entrer au catalogue, et lui aussi un produit de niche. Je pense que les marques ne sont pas dupes, c'est un produit bijou, c'est un produit vitrine, c'est une vitrine technologique. Elles pensent pas non plus faire leur marge là-dessus, en vendre énormément, hein, c'est pas le but. Ça fait partie du prestige. Toutes les marques ne sont pas représentées dans le marché de ces compacts experts. Il y a des acteurs historiques qui sont soit en retrait, soit font vivre encore des anciens produits comme l'UX avec le NX100 qu'on peut encore trouver, ou le NX15 qu'on peut peut-être trouver en occasion ou peut-être encore sur des marchés. Canon bénéficie de sa famille des G7, enfin G7, G7X, maintenant on en est au Mark III qu'ils viennent de relancer en production. Là aussi, parce que des fois, il suffit qu'il y ait un petit peu un remous dans les réseaux sociaux pour recréer un intérêt pour ce genre d'appareil. Je ne suis pas sûr que d'autres produits suivent. Là aussi, le temps de renouvellement de ces gammes d'appareils est très très lent. Même le G7X Mark III, par exemple, là, qui vient d'être relancé en production, il date quand même de 2019, si je ne me trompe pas. Je pense aussi que la réduction du marché global quand même de la photo rend timide. Hein. Les marques n'ont pas forcément ni les moyens, ni le temps, ni l'envie de se lancer sur un marché qui est quand même un petit peu lié à, on ne sait pas trop, à l'ère du temps, quoi. On va dire à l'ère du temps. Voilà. Bon, je pense que Pierre-Marie a tout dit. Donc on va rentrer. On passe à la suite. On va rentrer tout de suite dans les sélections produits. Je commence avec toi, Louis. Meilleure solution pour débuter, meilleur rapport qualité-prix et le meilleur de tous dans cette catégorie des compacts experts. Alors, la meilleure solution pour débuter, je resterai assez classique en passant sur un Ricoh GR3 peut-être, qui est toujours au catalogue. J'ai regardé, c'est autour des 1 000 €. Parce que le GR4 vient de sortir, il est un peu plus cher, mais les évolutions technologiques ne sont pas hyper sensibles. On gagne, pour rappel, 2 mégapixels
sur le capteur, on gagne une nouvelle formule optique, je crois, et un autofocus un peu revisité. Bon, c'est sensiblement un meilleur appareil, mais je pense qu'un Ricoh GR3, ça reste toujours très très sympa. C'est un capteur APS-C de 24 mégapixels, ça rentre dans la poche d'un jean, ça fait des photos très qualitatives, il y a un mode monochrome vraiment très très sympa et un mode photo rapproché qui est aussi très bon. Voilà, pour commencer, c'est 1 000 € neuf. Quand on en trouve d'occasion, c'est un peu en dessous de ça. Je pense que c'est un bon moyen de se lancer dans la photo. Je pense que c'est un boîtier qui peut vous accompagner pendant longtemps, quoi, pendant le voyage, les soirées, les événements comme ça. C'est plutôt pas mal, quoi. Malgré une interface un peu austère. Donc, quand on parle de pour débuter, il faut quand même préciser que Ricoh, il faut rentrer dedans aussi. C'est-à-dire que... Austère ou simplifié. Si tu te dis tu fais de la photo, tu fais juste de la photo. C'est point and shoot, quoi, littéralement. Il n'y a pas de viseur. Moi, je dis ça, hein, j'adore ça. Ah ouais. Mais c'est des menus d'informaticien, quoi. Ah ouais, c'est un truc de geek, faut vraiment pas sexy. Faut pas vraiment rentrer dedans. Je pense qu'il faut juste l'allumer et déclencher et puis être content. Complètement. Ouais. Si on a un budget un petit peu plus étendu, le meilleur rapport qualité-prix? Moi, je pense que c'est ma réponse à pas mal de questions là. Ce sera le Fujifilm X106, je pense, qui reste le all-in-one global, alors qu'il est plus cher que le X105 à son époque, mais quand même sous les 2 000 €, qui reste un très bon appareil. Qui, moi, je trouve qu'au niveau prise en main, il surclasse. De toute façon, Leica Q3, il surclasse le GFX en RF et compagnie. C'est un produit qui est éprouvé, qui a un design un peu iconique maintenant, qui a été très porté par les réseaux sociaux, mais qui est très sympa avec ce viseur hybride mi-télémètre, mi-électronique, qui a maintenant un capteur 40 mégapixels, qui a une optique qui est très très bonne, un autofocus qui a été renouvelé, les simulations de films. Voilà, moi je pense que c'est un appareil qui est entre guillemets un peu intemporel à ce niveau-là, et qui fait un peu tout, qui est très bon en vidéo, qui est très bon en photo. Voilà, alors c'est pas du plein format, c'est pas du moyen format, mais pour un compact expert, moi je trouve que c'est vraiment un appareil excellent pour le quotidien, pour les professionnels. Franchement, c'est un boîtier de voyage excellent, un boîtier d'appoint pour les pros qui est vraiment très très bon. Il n'y a pas le X105 à l'époque et le X106 maintenant. Je pense que voilà, c'est des valeurs sûres, quoi. On le trouve, Marie, le X106 en magasin désormais? Alors, on en a un petit peu, on en reçoit, mais pas des grandes quantités. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué avec Fuji. Et le X5, c'est pareil, en fait. Donc, on est un peu toujours limité dans ce qu'on peut proposer en Fujifilm. Et pour terminer, avant d'entendre les sélections de Marie, pour toi, Louis, quand on est budget no limite en compact expert? Pareil, j'ai enfoncé une porte ouverte, je pense qu'on va rester sur du Leica Q3. De toute façon, je pense, alors moi, j'ai un petit fait pour le X1R3 parce qu'il est perclus de limite, comme on l'a dit tout à l'heure, mais l'autofocus marche bien et il rentre dans des grandes poches de manteau. Je précise que Louis est très grand. Hein. Et donc voilà, il y a un petit attrait, même s'il est un peu rugueux aux abords, il n'est pas très très beau, mais je pense qu'effectivement le Leica Q3, voilà, il a un design aussi super sympa, une qualité d'image au top, un autofocus renouvelé par rapport à avant. Et voilà, c'est le boîtier qui peut vous accompagner partout, vraiment, vraiment partout. En plus, il est très résistant à la pluie. Voilà, c'est un très bon boîtier. Après, ça coûte très très cher. Faut pas se leurrer. J'avais noté à plus de 6 000 €. C'est budget no limite là. C'est budget no limite. Voilà, c'est plus de 6 000 €. Mais les Q3, même un Leica Q2, à la limite, vous voyez, c'est pas, je suis pas trop tatillon là-dessus. C'est quand même des très bons boîtiers. Et c'est des boîtiers, je pense, on peut les garder très longtemps. Moi, les compacts experts, je trouve que le cycle de renouvellement, même s'il y en a un tous les 4-5 ans, je pense qu'on peut sauter 2 ou 3 générations avant de changer facilement, quoi. C'est un boîtier qui nous accompagne au quotidien, tout le temps. Il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas précisé en préambule, c'est que cette catégorie ne devrait pas s'appeler compact en réalité, ou alors il faudrait faire 2 sous-catégories. Ouais. Puisqu'il y a les compacts de poche. Les tout en un, quoi. Type GR, exactement. Ça comme ça. Bah, Ouais. c'est pas joli. C'est plus la vérité. Ouais. Parce que compact, quand on parle d'un Q3, c'est pas un appareil compact en fait. Voilà. Même, sauf si on s'appelle Louis et qu'on est la taille de Louis avec des poches, du coup, de la taille de Louis. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, loin de là, quoi. Marie, tes recommandations, donc meilleure solution pour débuter, meilleur rapport qualité-prix et budget no limite. Alors, pour débuter, moi, j'aime beaucoup le G7X Mark III. Parce qu'on est sur un petit appareil très polyvalent. Canon, justement, tout à l'heure, on disait que justement avec Ricoh, parfois les menus sont un peu obscurs. J'aime bien Canon, ils ont des menus qui sont très simples. Ouais, c'est très pédagogue. Ouais, ça marche. Beaucoup d'assistance dans les menus. Pour les débutants, ça marche pas trop mal. Et puis le G7X, c'est un petit boîtier qui est assez chouette, assez très sexy, compact pour le coup. Et qui est très compact avec une optique qui est très polyvalente. Donc ça, c'est... Enfin, pour moi, un capteur 1 pouce compact expert, ça a du sens sur un budget qui est quand même très limité, puisqu'on est à 850 €, donc ça reste très correct. Le meilleur rapport qualité-prix, alors moi, ça va être le Ricoh GR4. Ok. Que j'aime bien parce que je trouve qu'il a
c'est une bonne alternative au X106. Avec Louis, on a haussé les sourcils. Hein, Oui, c'est ça. Oui, j'ai senti que je fais pas l'unanimité. D'avoir l'avis d'un revendeur spécialisé et les avis journalistiques de l'autre côté. C'est très intéressant. En fait, il a beaucoup de qualité et c'est une bonne alternative au X106 qui est pas vraiment disponible. Et du coup, pour moi, il a une des petites améliorations par rapport au GR3. Et il se positionne aussi un petit peu en dessous en termes de prix que le X106. Il est à 1 350 €. Donc, on a un petit compact APS-C qui fonctionne plutôt bien. Ok. Et budget no limite ? Le Q3, comme Louis. Mais alors, moi, c'est la version 43. J'avoue. Ah oui, ouais. c'est vrai, tu as raison de préciser. J'aime bien le Q3 43. C'est une très belle optique capot. Et donc, si j'ai envie de me faire plaisir, ça sera le Q3 43. Benjamin, tu as des alternatives à proposer ou on a fait le tour ? Moi, je vais faire la synthèse de tout ça. Je rejoins complètement Marie, mais j'avais coché le G7X Mark III aussi, parce que le petit zoom 24-100 f1.8 2.8 stabilisé, c'est quand même vachement bien. Je trouve que c'est très, très polyvalent. Il n'est pas aussi compact qu'un boîtier qu'on n'a pas cité, qui est le RX107. Mais qui est loin d'être donné, pour le coup, qui est vraiment, vraiment trop cher, en fait. Voilà. Comme le RX1 R3 par ailleurs. Donc, j'aurais été là-dessus. Pour le rapport qualité-prix, moi, j'étais plus team Louis, X106. Je trouve que ce boîtier fait vraiment la synthèse de tout. Là aussi, il y a de la stab, 40 millions, filtre ND intégré, très bon viseur. Enfin, bref, c'est vraiment un super produit. Et budget no limite, moi, je suis tiraillé. J'aime beaucoup le 28 mm. C'est pour ça que j'ai un GR3, d'ailleurs. J'aime bien le Q3, mais j'aime beaucoup le GFX, malgré ses défauts, le 100 RF, pour l'avoir beaucoup manipulé. Donc, j'aurais du mal à faire pencher la balance au vote, au scrutin. Ce sera le Q3 ce coup-ci, mais je suis tiraillé. Est-ce qu'il y a un modèle qui se démarque pour les personnes qui veulent faire principalement de la vidéo avec ce genre de boîtier ? Les constructeurs, ils aiment présenter des boîtiers pour la vidéo. Donc, chez Canon, on a le PowerShot V1. Chez Sony, on a aussi des ZV1 en voiture. Voilà. C'est des boîtiers, alors orientés vidéo, mais en fait, qui sont perclus de limite. J'ai l'impression que c'est un peu un prétexte pour surfer sur la mode du vlog. Et on parle pour la vidéo Compact Expert, on parle de vlog. On n'est pas encore sur des vidéastes, des documentaristes. C'est pas des boîtiers folichons à ce niveau-là. Le X106, c'est un des boîtiers qui est le mieux armé pour de la vidéo, je trouve, globalement. Alors voilà, l'écran, il se retourne pas complètement, donc c'est un peu... Il se retourne ? Non, il se retourne pas. Non. Il se retourne pas à 180 degrés. C'est ça, voilà, il se retourne. Donc c'est pas pratique pour se filmer forcément, mais c'est un boîtier qui peut être mieux armé pour de la vidéo. Alors évidemment, si on fait la course aux caractéristiques, le Q3, il filme en 8K aussi, si vous voulez, mais c'est quand même pas ça que je recommanderais pour faire de la vidéo. Voilà. Après, bon... Le X106 par défaut, même si moi les compacts, c'est pas forcément ce que je... Même s'il y en a qui sont bandés vidéo, c'est ce que j'utilise principalement pour en faire, quoi. C'est pas les plus pertinents à ce niveau-là. Ils ont quelques limites. Le Canon PowerShot V1, il a une qualité d'image qui est pas folichonne, il a pas de stab qui marche très très bien en vidéo. C'est pas foufou. Chez Sony, pareil, les ZV1, c'est des boîtiers redessinés de RX107. Ça marche pas trop mal les ZV1. Oui, mais parce qu'ils ont le Sony Vlog vidéo, ça marche bien en marketing. Ouais, puis un zoom, tu vois, un zoom lumineux, alors, je trouve ça pas trop mal, moi. Mais bon. Oui, alors oui, il y a des fonctions vidéo, il y a l'écran qui se retourne, des modes de présentation de produits, tout ça. Après, voilà, c'est pas les. Ouais, le micro sur le dessus est plutôt qualitatif aussi. Bon. Il y a un marché, j'imagine, pour des gens qui veulent pas trop dépenser, qui font beaucoup de vlogs ou un peu de présentation de produits. Mais voilà, c'est vidéo, mais c'est pas au niveau de ce qu'on parlait plus tôt de la vidéo, vraiment là où les constructeurs maintenant ils visent des marchés de presque de proto-cinéastes. Voilà, là c'est un. Sur autre chose. Je trouve qu'en Compact Expert, on est encore un peu plus limité à ce niveau-là. C'est vrai. Bon. Et Marie, est-ce que d'occasion, il y aurait une bonne option à envisager ? Alors, le champ est très, très large. Fais un choix. Alors, en occasion, moi, je miserais plutôt sur le X100F chez Fuji. C'est un appareil qui est encore très bien. C'est la 4e génération. Ouais, c'est ça, exactement. Et moi, je l'aime beaucoup. Il y en a ? Il est très abordable. Il y en a. Okay. Il y en a un petit peu. 26 millions de pixels. Ouais, et puis aujourd'hui, il est à moins de 1000 balles sur le marché de l'occasion. Donc, pour justement des gens qui ont des budgets serrés, qui veulent pas forcément les dernières technos, parce qu'ils en ont pas besoin et qu'en fait, ils ont envie juste de prendre plaisir à faire de la photo avec ce que ça a comme limite au niveau de la stab, que ça a de limite au niveau du nombre de pixels ou de l'AF, ça reste quand même un appareil qui est très bon. Et en son temps, il a eu un énorme succès. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a des boîtiers qui ne sont rentrés dans aucune de ces sous-catégories, un peu coup de cœur, que vous auriez envie de mentionner et de mettre en lumière ?
Moi, il y en a un que j'avais mentionné pour l'occasion et je sais qu'il fera plaisir à un de mes collègues, c'est le Canon G1X Mark III. Parce que c'est le dernier compact expert APS-C de chez Canon, il y a quelques années maintenant, et qui a aussi eu un petit regain d'intérêt porté par les autres en occasion. Donc Qui a un grand capteur. Hein. Oui, APS-C, donc ouais. c'est ça, 26 mégapixels, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il a des limitations. L'autofocus, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est quand même. L'autofocus Canon, il est quand même bien supérieur à ce que pouvait faire Fujifilm ou Leica en leur temps, même encore aujourd'hui à ce niveau-là. C'est un équivalent 24-70 pour le zoom, et il a une petite gueule de petit réflexe tout petit. Mais Très on a sympa. quand même en vidéo, c'est pas foufou, hein, c'est du 1080p et tout ça, mais on a un grand capteur, et à 800 € d'occasion, quand on en trouve, en fait, c'est un boîtier, il paye pas de mine, mais il fait des photos qui peuvent être équivalentes à ce qu'on peut trouver chez un X105 ou un GR3. Donc pourquoi pas, voilà. Canon, ils ont préféré ressortir des boîtiers à capteur 1 pouce pour être sous les 1000 €, j'imagine. Mais le G1X Mark III, c'est un boîtier qui, d'occasion, moi, il est toujours assez attrayant, je trouve. Et puisqu'on parle de dinosaures, moi j'aimais bien la série des LX100 chez Lumix. J'aimais bien le On en a parlé, X102. Pierre-Marie, ouais. J'avais été un peu frustré par ce LX102. J'aurais aimé un écran orientable, enfin un peu plus d'audace. Donc si jamais il pouvait revenir avec une version 3 ou alors Version avec un Deluxe, capteur 24-36, non, pas de gros mots. Donc, ce serait chouette. Voilà. Bon. Allez, on continue et on attaque l'univers des hybrides à objectifs interchangeables avec les modèles équipés de, entre guillemets, petits capteurs, APS-C ou micro 4 tiers. Cette année, on a vu arriver des choses dans cette catégorie d'appareils chez Canon, Fujifilm, naturellement, mais aussi OM System. Marie, je te donne la primeur de tes sélections. Meilleur produit pour débuter avec un budget serré, meilleur rapport qualité-prix et meilleur de tous, budget no limite. Alors, pour le budget serré, je vais peut-être pas faire l'unanimité, mais comme on parle de serré, je suis parti plutôt sur du micro 4 tiers. Et moi, j'aime beaucoup le On aime bien, G80. nous, le micro 4 tiers. J'aime bien le Lumix G97. Je trouve que pour son prix, vraiment budget C'est un serré. G90 avec une prise USB-C. Oui, voilà, c'est ça. Mais le Pour résumer. G90 n'est plus sur le marché. Mais le G97, franchement, c'est un petit appareil qui est hyper polyvalent, que ce soit en photo ou en vidéo. Il est très abordable. En nu, il est à 700 €. Nous, chez MN Photo Vidéo, on fait un starter pack avec une deuxième batterie, une carte mémoire, une deuxième optique, et on arrive à un pack à 850 €. Et c'est pour commencer, moi, je trouve ça génial. En C'est fait. vrai, surtout qu'il est protégé contre les intempéries, il faut le rappeler. C'est ça. À l'époque, on appelait le G90 le Baby G9. Il reprenait pas mal d'ingrédients du G9 qui était un super boîtier. Et c'est vrai que pour démarrer, le prix me surprend même, tu vois. Et j'avais pas relevé ça. Il est vraiment abordable. Ouais, Et donc, du coup, c'est vrai que le micro 4 tiers, voilà, on va pas refaire le débat à ses limites, mais il a aussi ses avantages. Et quand on veut de la compacité et un budget serré, ça marche bien. Ok, puis en étant un peu l'enveloppe budgétaire. Alors, en meilleur rapport qualité-prix, moi, c'est le Nikon Z52. Ouais. Voilà, Tout est dit. faut que j'argumente. Non, Oui. Ouais, Oui, pour selon moi, Louis. pour moi aussi. Non, je pense que c'est un petit APS-C. Donc, on reste sur des capteurs. Bon, là, on est sur un capteur APS-C, donc un petit peu plus grand. Mais que ce soit en photo, en vidéo, c'est un appareil qui marche bien. Il est encore pas très cher. En nu, il est encore en dessous des 1000 €. Et avec optique, on est autour des 1500 €. Donc, c'est un appareil qui a son succès, qui plaît beaucoup aux clients. Et budget no limite. Le budget no limit, j'ai hésité longtemps. J'hésite entre deux Fuji, mais le XH2. Ah, ok. Ok. Ouais. Après, le budget no limite n'est pas très très haut forcément en APS-C à ce niveau-là. C'est Non, sûr c'est que ça. quand on va parler C'est vrai. full frame et grand format, Oui, non, mais je crois que on va plus s'emballer dans les tours. c'est là, 2500 mais, maximum, donc on est bon. Moi, c'est Ouais, mais quoique, enfin, tu vois, ça reste Oui, non, une c'est- certaine somme quand bien même. sûr, quoi. bien sûr. Louis, tes sélections dans ces trois mêmes catégories. Alors, moi, c'est un peu la part belle à Fujifilm parce que, comme on disait plus tôt, ils ont un boîtier par tranche de 100 balles jusqu'à 2000 € à peu près. Et là, il y a le XT33 qui vient de sortir, donc qui est un XT30 avec un nouveau processeur. Ah, moi, je suis plus XM5. hein. Ouais, mais qui est un qui est donc, ou qui est un XM5 redessiné. Il y a 50 € d'écart entre les deux. Ouais, Je ouais. juge pas. Ça peut être l'un ou l'autre, c'est la même Qui chose. est un XM5 avec un viseur. C'est ça, ouais. XM5 avec un viseur. Il y en a un qui est à 900 €, l'autre à 950 nus.
Bon, c'est un peu C'est kiff-kiff, ouais. c'est kiff-kiff. Voilà, moi, mais c'est un boîtier, le XT30. Alors, ils sont pas stabilisés, hein, mais c'est un boîtier qui reste quand même, qui a une bonne gueule, quand même, le XT30. Il est sympa à prendre en main. Il y a un parc optique qui est assez décent. Moi, j'avais vraiment mis celui-ci en solution pour. Ça aurait pu être ça aurait pu être le XM5. Ça aurait pu être un micro 4 tiers aussi, mais quand j'hésite entre deux Fuji, je dis, bon, je vais aller sur celui qui a un viseur parce que peut-être que c'est plus facile à appréhender pour des gens qui viennent vers la photo. Mhm. Je me suis dit que voilà, XT33, c'est un boîtier qui est assez sympa. Sans surprise, hein, personne ne l'a encore testé vraiment, mais voilà, c'est les entrailles du XS20, les entrailles du XM5. C'est connu. Oh, bah, C'est on connu. sait déjà ce que ça va donner. Voilà, ouais. mais bon, je pense que c'est ils ont eu le bon goût pour ça, de pas changer le prix depuis le lancement du premier XT30 en 2019. On reste à 950 €. Ça pourrait être toujours moins cher, évidemment, mais il y en a qui pourraient dire, juste en rebadgeant un truc, ils vont le sortir à 200-300 balles de plus. Fujifilm le fait déjà, ça aussi. Mais là, pour le coup, à 950 €, c'est un prix qui est intéressant, je trouve. Ok, si on étend un peu le budget. En meilleur rapport qualité-prix, j'ai mis un autre Fujifilm. J'ai mis le Fujifilm X-E5 pour le coup. Parce qu'on le décriait et tout ça, mais il reprend ce que fait le XT5, ce que fait le XT50 à un prix un peu moins cher, parce qu'il reprend aussi ce qu'est le X106, et il est à 1500 € grossièrement, nu. Et donc voilà, capteur de stabilisé, capteur de 40 mégapixels, X-Processeur 5, le parc optique Fuji, le look rangefinder. Moi, je trouve que c'est un boîtier qui fait un peu L'ergonomie est all-in-one. super sympa. Voilà. Franchement. Alors, je disais après, je reste cohérent. En meilleur rapport qualité-prix en compact expert, c'est le X106. En meilleur en hybride APS-C, c'est le X5. C'est globalement les mêmes boîtiers, Mhm. avec juste une focale qui peut se bouger, quoi. Budget no limite. Bah, encore. Là, budget limite, voilà. Bah, Marie, au-dessus, quoi. Marie a dit XH2. Moi, mon petit préféré à ce niveau-là, c'est le XT5, qui est un XH2 avec des molettes. Globalement, c'est la même chose. C'était mes deux choix. Ouais, Donc voilà, je pense c'est qu'on ça, reste. Après, le XT5 a une ergonomie qui est quand même plus sexy que le C'est ça, XH2. c'est ça. Mais le XH2 est quand même très bon. Oui. En fait. Ah oui, non, bien sûr. C'est- La prise en main est excellente. Même le XT5, il peut rebuter un petit peu parce que l'ergonomie peut être un peu moins accessible que le XH2, mais il est très compact. Franchement, vous mettez une petite optique dessus, un petit 35-1.4 ou quelque chose comme ça, ça fait un boîtier du tous les jours que moi j'aime juste le prendre en main, quoi, l'utiliser. Voilà, c'était mon choix, le XT5. Benjamin, as-tu des alternatives à proposer à ces Oui, je sélections? vais être hyper original puisque pour débuter, j'ai sélectionné un Fuji. Voilà, donc c'est le XM5 pour ma part, par contre. Ah, merci. Ouais, parce que je l'ai mis entre les mains de pas mal de gens qui font pas forcément de la photo, justement, quand je l'avais. Et il y avait ce pouvoir de séduction dont tu parlais, Arthur. mignon. Qui se fait, je sais pas, c'est simple à prendre en main. Le côté, il n'y a pas de viseur, bah, c'est pas très grave. On va viser bras tendu dans un premier temps, etc. La séduction, ça passe par les optiques aussi. Et quand on met de petites optiques XF dessus, ça fonctionne. Donc pour démarrer, j'aurais mis ça. Meilleur rapport qualité-prix, allez, on va changer un peu. Moi, j'aurais mis l'OM5 Mark II de OM System que j'ai bien aimé avec le 1245 F4. Je trouve que ça fait un ensemble assez cohérent, hyper robuste pour voyager, parer aux intempéries. C'est ultra compact. J'aime bien. Bourré de petites fonctions créatives aussi, des filtres ND et compagnie. Et le meilleur de tous, un Fuji aussi, mais j'ai mis le XH2S parce que je trouve qu'en termes de performance, alors là, plus sur l'autofocus, la photo d'action, il est supérieur à tout ce qui se fait chez Fujifilm. Alors la définition est inférieure, hein, c'est 26 millions et pas 40. Capteur empilé, c'est le seul boîtier APS-C, si je dis pas de bêtises, avec un capteur empilé sur le marché. Donc moi, je serais parti là-dessus. Est-ce qu'il y a de la même manière un modèle qui se démarque en vidéo? Ouais, justement, moi le XH2S, moi je l'avais placé avec un autre Alors, boîtier en vidéo parce que le oui. capteur empilé, Oui. il est très pertinent. Pour la photo d'action, le XH2S c'est un excellent boîtier, mais Fujifilm a eu un peu de mal à évangéliser les professionnels ou les amateurs d'animalier ou de sport sur ce boîtier-là, mais en vidéo, ça reste un boîtier excellent pour ça, parce que justement le capteur empilé permet de limiter les distorsions quand tu filmes Ouais. à main levée ou avec un stabilisateur, et c'est un très bon boîtier. Après, le boîtier phare de cette gamme-là, enfin APS-C micro 4 tiers, ça reste le Lumix GH7 Bah en oui. fait, qui est, on Ouais. l'oublie un petit peu parce que Panasonic ils sont quand même passés plus sur le plein format. Ou le G9.2, hein, qui est vachement bon en vidéo bien aussi. sûr, Hein. mais le GH7 il a quelques fonctions vidéo en plus. Voilà, je crois qu'il a le ventilateur intégré, Oui. il n'a pas le G9.2, Oui. je crois que j'avais eu. C'est ça. Mais donc voilà, il y a des fonctions vidéo en plus. Voilà, c'est un peu entre les deux, entre le GH7 et le XH2S. XH2S peut-être pour la qualité d'image et le GH7 pour vraiment le full option vidéo. Mais c'est un peu les boîtiers phares à ce niveau-là, je crois. Si on fait tourner la roue de la nostalgie en occasion, Marie, sur quoi on pourrait partir? Alors, chez Sony, en APS-C, la gamme 6000, on n'en a pas parlé, mais c'est une très bonne gamme. Alors, Sony
gardent très longtemps au catalogue ces appareils, mais on Surtout trouve en ce moment. oui, surtout en ce moment. Mais on trouve des 6100 qui sont très abordables et qui fonctionnent encore très bien. Et en occasion, puisque c'est des gens qui sont partis, par exemple, justement pour de la vidéo sur l'Alpha 6007, qui est aussi une très bonne alternative vidéo en APS-C. Et donc, du coup, ça reste la gamme 6000 en occasion. Je pense qu'elle est pertinente. Cool. Et de la même manière, est-ce qu'il y a des produits qui ne sont pas rentrés dans aucune de ces catégories que vous voulez aborder? Benjamin, peut-être. Oui, moi, il y en a un. Alors, encore une fois, très original, Fuji. Le XT3. On aura fait toute la gamme Fuji, du coup, là. Ouais, mais je trouve que ce boîtier, c'est pareil. Les années passent et un peu comme l'Alpha 7 III chez Sony ou le X100F que citait Marie tout à l'heure. Il y a des boîtiers comme ça qui restent très bons. Le capteur est vraiment excellent. L'ergonomie, c'est celle peu ou prou du XT5. Et pour débuter, ça peut être vraiment chouette ou d'occasion pour pas se ruiner, investir dans les optiques. XT3, mais j'y vais. Bon, et puis si on s'amuse à rejouer un peu à Madame Irma, il serait de bon goût, Monsieur Canon, si tu m'entends, éventuellement de nous proposer prochainement un R7 Mark II. Et Monsieur Nikon, si tu nous entends aussi, un équivalent de ce qu'était le D500 en APS-C expert, ce serait aussi une très très bonne idée. On continue avec le segment de l'hybride expert full frame qui est quelque peu chahuté ces derniers temps et les raisons sont multiples. Déjà, il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont équipés. Le cycle de renouvellement de ces modèles se rallonge, on l'a évoqué. Et les modèles à petit capteur et entrée de gamme se développent, ainsi que les compacts experts. Donc tout ça fait que finalement, ce segment, il est un petit peu chahuté. Néanmoins, cette année, on a vu arriver évidemment le Canon EOS R6 Mark III, le Nikon Z5 II, tous les Lumix S1 de seconde génération, S1 II, S1 R2, S1 IIe, le Sigma BF et le Leica SL3S. Nous avons échangé avec Romuald Catoir de la boutique spécialisée Camera Lille et lui avons demandé son avis sur l'avenir de cette catégorie d'appareils. On l'écoute. Le segment de l'hybride full frame, il est un petit peu bataillé. Chaque marque essaye de faire son trou. C'est un marché qui est extrêmement porteur et puis on subit finalement un peu l'évolution du marché de la photo. On est sur un marché qui est maintenant mature, sur lequel on ne travaille plus sur des volumes, mais finalement sur de la valeur absolue. Et donc le plein format permet de monter le ticket moyen. Si on regarde les chiffres de GFK, on se rend compte que les 15 premiers appareils photo vendus jusqu'à septembre de cette année, eh bien finalement, il n'y a que 3 APS-C, tout le reste, c'est du plein format. Chaque marque essaye de faire son trou parce qu'il y a aussi la vente des objectifs et on voit que avec conjointement la baisse des prix, on a des produits qui sont de plus en plus bataillés avec des nouveautés très très fortes. On voit les produits arriver chez Panasonic, Nikon qui a renouvelé toute sa gamme, Canon qui continue avec le R6 Mark II avec des offres de fin d'année incroyables, le R6 Mark III qui aura une fiche technique exceptionnelle, des valeurs sûres comme chez Sony les A7 IV, les A7 III également qui sont toujours là. Un marché qui est vraiment ultra dynamique mais ultra compétitif, ultra bataillé sur le plein format. On sent dans le marché actuel qu'il y a une orientation vers des produits spécifiquement orientés vidéo et au profit de produits qui découlent des modèles hybrides qui sont à la base des appareils photo. Et on voit bien ce qu'a fait Sony avec sa FX3, on voit bien ce que fait Canon là, avec sa C50 dont on retrouve le capteur dans le nouveau R6 Mark III. Il y a une demande de la part des vidéastes pour avoir des produits qui leur sont un petit peu plus spécifiques. Il y a des usages qui sont un petit peu différents. En termes de performance, un R6 III, ça fonctionne très bien. Un A7 IV, ça fonctionne très bien. Un A7S III également. Mais pour des usages ultra intensifs, une déclinaison purement vidéo, ça devient une tendance forte.
Et on voit finalement, on voit que les utilisateurs, il y a des utilisateurs strictement vidéo de ces nouveaux appareils hybrides orientés vidéo. Allez, on rentre dans les sélections. Je me tourne vers toi, Louis. Meilleure solution pour débuter avec un budget serré, meilleur rapport qualité-prix et le meilleur de tous sans considération de budget. Alors, la meilleure solution pour débuter avec un budget serré, moi je dirais, alors je vais faire hurler, je dirais peut-être le Panasonic Lumix S9. Pourquoi tu fais non? Non, parce que quand il a été lancé, on a beaucoup, moi le premier, on a beaucoup décrié ce boîtier en Non, disant mais qu'il y ça a a des été corrigé limitations. un peu depuis. Ça a été corrigé depuis, notamment la temps d'enregistrement en vidéo, mais on a quand même un boîtier maintenant qui des fois se retrouve sous les 1000 euros. Oui, il faut rappeler qu'il Plein était format. bridé à 12 minutes. Hein, C'est en ça, 4K. ouais, ça en 6K, Quelque chose comme je ça. crois, c'était très limité. son Il lancement. y a une version titane maintenant. C'est ça. Stylé. Et là, donc là, on a un boîtier quand même qui rappelle qu'il est plein format, qui a un autofocus qui est maintenant assez performant, un parc optique qui grossit de jour en jour sur la monture L, qui est stabilisé, qui lui aussi rentre, on va reculer le truc, mais qui rentre dans la poche. Et T'as qui est décidément des poches immenses. Non, mais le S9, il est tout seul, nu. Rappelons qu'il y a des optiques avec. Voilà, Ça sert mais à nu. rien, un boîtier nu. C'est ça, voilà, bien sûr. Mais c'est un petit boîtier qui se faufile un peu partout. Il n'a pas de viseur. Il n'a pas de viseur, voilà, mais c'est un peu comme un XM5 surgonflé. Tout à fait. Et des fois, on le retrouve à 1100 euros, des fois sous les 1000 euros. Et là, c'est un boîtier qui devient vraiment attrayant. Si quand il a été lancé, il était quasiment au même prix qu'un S5 II, et là on se disait, mais pourquoi pas prendre un S5 II à la limite parce qu'il a moins de limitations. Là, ils ont un peu corrigé le tir sur les mises à jour et sur le prix. Et on a un boîtier qui, c'est difficile de trouver de concurrent à ce prix-là, Certes. aussi polyvalent, quoi. On étend un peu le budget. Alors, pour le meilleur rapport qualité-prix, là, je pense que le bon coup de l'année, c'est Nikon et son Z5 II, qui quand même coche de nombreuses cases. Il reprend l'ergonomie des Z6 II, qui est très très bonne déjà. Il lui intègre des évolutions qu'on avait vues déjà sur le ZF et sur le Z6 III. Et pour le tout à moins de 1800 euros. Enfin, c'est quand même un excellent boîtier. Il a plein de fonctions très intéressantes. C'est même c'est un ZF en mieux, puisque globalement, c'est un ZF avec une ergonomie moderne, mais à 600-700 euros de moins. Et c'est vraiment un très bon boîtier qui profite de la monture Z plus E avec une plaque d'adaptation. Ça peut être un sujet aussi. Et voilà, donc pour moi, le Z5 II, c'est un bon boîtier. Ils ont eu la bonne idée de faire comme pour le premier Z5, de ne pas gonfler son prix, de garder un prix quand même assez raisonnable. Là où les concurrents, on peut sortir un premier boîtier, premier prix, entre guillemets, au-dessus des 2000 euros, surtout quand, au vu des caractéristiques, quand moi on m'égrenait les caractéristiques, attends, ça existe dans le Z6 III, ça c'est dans le ZF, c'est des boîtiers qui sont tous les deux à plus de 2500 euros. À combien va sortir ce Z5 II, qui est leur entrée de gamme? Et finalement, quand tu le mets en face d'un R8 de Canon, qui est presque au même prix, et pourtant qui a des années-lumière de retard par rapport à ça, tu te dis, ah ouais, ils ont quand même fait un bon choix. Et je crois que le Z5 II, cette année, c'est plutôt très bien vendu du côté de Nikon, quoi. Ça leur a permis de redresser un petit peu la barre, parce que justement, c'est un excellent boîtier. Alors, je suis assez d'accord avec toi sur la sélection du produit. Par contre, là où je suis moins d'accord avec toi, c'est que je ne sais pas si on peut vraiment présenter la gamme des hybrides Nikon comme étant compatible avec les optiques Sony. Il y a des bagues, je suis d'accord. Peut-être qu'on en reparlera, on en touchera un mot avec Jean-Nicolas la semaine prochaine pour savoir de quoi on parle, mais ça me paraît quand même un peu glissant chez Nikon, maintenant, de présenter les choses comme ça. Mais passons. Chez Nikon, ils disent maintenant, officieusement, on peut avoir la monture la plus grande maintenant. Passons. Je le dis, hein. Budget no limit, oui. Budget no limit. Alors moi, j'ai deux produits là un peu qui me marquent. Bon, alors, je pense que j'ai un boîtier que j'avais déjà cité l'an dernier, ça reste le Canon EOS R5 Mark II, qui coche toutes les cases globalement, qui a un prix raisonnable entre guillemets à 4700 euros et des brouettes, mais qui a un capteur ampulé de 45 mégapixels, qui mange des rafales à 30 images secondes, qui filme en 8 carreaux, qui a une excellente ergonomie. C'est un boîtier pro. Voilà, c'est un boîtier pro par excellence, mais qui surclasse même le R1, qui est pourtant 3000 euros plus cher. Bon, il est toujours limité par un parc optique Canon en plein format qui est excellent, hein, mais qui est quand même très cher et plus limité que ce qu'on voit sur la monture Z et surtout sur la monture E, évidemment. Mais voilà, c'est un excellent boîtier. Et après, moi, en deuxième petit favori, je mettrais le Sony A1 II, qui aussi coche toutes les cases, mais par contre, lui aussi, il souffre d'un prix débilement cher à 7500 euros. C'était un prix qui se justifiait à l'époque du premier A1 parce qu'il était en face des Canon 1DX3, des réflexes ou des D6, qui étaient aussi des réflexes à 7000 euros. Mais quand Canon et Nikon arrivent avec des produits Z8 R5 II à 4500 là aussi, Nikon avait fait très fort avec le Z9. Hein. Et ça, à 6000 euros. Et maintenant, le Z8 aussi à 4005. Le A1 II, alors ils ont voulu conserver le même prix élitiste, mais fondamentalement, il est face à des boîtiers qui sont à 4500 euros. Alors, ça reste peut-être le meilleur de tous, mais 3000 euros trop cher, peut-être. Marie, même question.
Alors, moi, je suis assez d'accord dans la sélection. Le Z5 II, chez Nikon, c'est un produit qui Tu se peux vend pas tester. très, très, Z5 très II. bien. Il est extrêmement bien placé en termes de prix. C'est vraiment, et quand ils l'ont sorti, au moment où ils l'ont sorti, il était déjà très bien placé. Il s'est pas dépositionné depuis. Et pour moi, le Z5 II est un très bon plein format. Et en boîtier, alors, je suis vraiment d'accord avec lui sur la 1.2. Il est complètement dépositionné en termes de prix. Par contre, c'est un très, très bon boîtier. Et chez Canon, le R5 II aussi. Vraiment, enfin, Bon, vous le êtes en R5. phase pour une fois Ouais, tous les deux. on est là Mmh. pour le coup très en phase. En boîtier, en petite solution budget serré, moi j'avais mis le R8, qui est un bon petit boîtier. Bon, après, il est un petit peu en dessous du Z5 II quand même. Donc, il est un peu pas. Voilà. Ah, moi, je trouve qu'il est Ouais, très en très dessous en du, dessous, du ouais. Z5 II Optique, maintenant. Alors, mais principalement pour deux raisons. Je citerai la batterie. Je trouve que c'est pas normal de ne pas avoir mis la batterie qui équipe les R6 et R5. Enfin, c'est vraiment dommage, ça le limite. Et surtout l'absence de stabilisation. Là, pareil, j'ai pas trop compris le choix de Canon. Maintenant, ça reste un capteur plein format. Bon, ok, ça reste un Et en capteur plein budget format. serré, à moins de 1005. Voilà, tout à fait. Donc, Donc, si on c'est. prend ça, ok. Il faut rappeler le prix de lancement, il était presque à 2000 €. Alors à ce niveau-là, Ouais. alors qu'il se fait taper dessus par des boîtiers qui étaient bien Mais plus c'est pour ça qu'on performants, refait quoi. les guides aussi Ouais. régulièrement parce que vous aussi, d'ailleurs, ce Phototrend, vous faites des mises à jour et il faut le faire parce que ça évolue, évidemment. Mais c'est ça. Aujourd'hui, il le repositionne et je trouve que son prix aujourd'hui est plus cohérent par rapport à ce qu'il est capable de proposer pour commencer en plein format. Benjamin, tu veux nuancer tout ça? Alors, ça va vraiment être de la nuance pour le coup, hein, parce que je suis globalement d'accord. Bon, le S9 moins, je préfère perso le S5 II, là encore chez Lumix, mais parce que plus complet, parce qu'il y a un viseur pour le coup, je le trouve plus abouti. Le S9, j'ai un problème avec la forme du Ça vaut boîtier. combien Honnêtement, j'avais Ça mis vaut S5 combien, II, mais c'est S5 plus cher. II? Bah, c'est 1600 Que je € trouve- encore. que je Ah, trouve- t'imagines, ouais, voilà. ça fait quand même 700 € de plus, C'est quoi. ça, voilà. Oui, mais parfois il y a des offres. C'est pas Marie qui va me démentir. Donc, regardez de près. Je sais pas. Faut rester attentif à ce qui va se passer. Faut tenir compte non pas du prix boîtier nu, mais du prix du boîtier avec des optiques. Et là, ça peut devenir intéressant. Donc, moi, j'irais plus là-dessus sur Ok. un S5 II. Ensuite, le Z5 II, bah oui, c'est le boîtier 24-36 de l'année. Pour moi, enfin là, tout a été dit. Je nuancerai quand même. Pour moi, par rapport au Z6 II notamment, il y a quand même au niveau de l'ergonomie des choix qui ont été faits qui sont pas neutres. C'est-à-dire que le barillet n'est plus verrouillable sur le dessus. Donc, si on avait pris l'habitude sur le Z6 II, c'est quand même un truc à prendre en compte. De même que l'afficheur supérieur aussi sur le dessus qui rappelle les informations, qui est vachement sympa, qui était propriété des Z7, Z6. Il a disparu là, et il n'y en avait pas sur le premier Z5, donc il n'y a pas de problème, mais enfin, il faut quand même en avoir conscience. Mais pour le reste, c'est vraiment fabuleux. Et puis le R5 II, je m'incline, je vous suis. En vidéo, si on ne devait en retenir qu'un. Alors, je pense que là, ça fera. Je parle d'un hybride Ouais, avec un bien- ADN photo. Bien sûr, hein, bien sûr. attention, Bah, hein. alors, on pourra toujours citer la 7S3 qui reste, mais il commence à être un peu daté. Sinon, Non, je tu pense peux que plus le. citer la 7S3. Ouais, il y a trop de Arrête. rivaux même chez Sony. Je pense que c'est le Lumix S1 II peut-être qui lui fait tout, fait le café. Alors le Z6 III de Panasonic reprend un grand Voilà, nombre c'est des les deux, je caractéristiques. pense. Et même le R6 III de Canon aussi, mais le S1 II, il a quand même une ADN pensée d'abord pour la vidéo, un peu plus que les autres. Alors il est aussi plus cher que le R6 III ou que le Z6 III, mais voilà, c'est Panasonic, ils ont l'ADN, ils mettent l'ADN vidéo très en avant. Le S1 II, il est presque plus pensé pour de la vidéo que de la photo fondamentalement. Voilà, il a plein de petites options comme ça. Voilà, je pense que c'est pas lui, c'est lui rendre hommage que le mettre là. Après, est-ce que c'est le boîtier par défaut que je prendrais? Que pour faire de la vidéo peut-être, mais après à ces boîtiers-là, on a envie d'un peu de polyvalence. Il est polyvalent, mais des fois il y a des trucs qui sont un peu mal fichus, il est pas assez abouti sur plein de sujets, quoi. Mais pour de la vidéo, il est très très bon. Marie? Je suis d'accord. Allez. J'ai visé le S1 II et je suis assez d'accord avec Benjamin sur le fait que il faut penser aussi avec les optiques et avec l'Alliance L, les pleins formats chez Lumix pour le coup ont un réel intérêt puisque Sigma vraiment a des très belles optiques et en vidéo avec des belles optiques fixes, des art, on peut aller sur des choses vraiment intéressantes. Des high contemporary. Dieu sait qu'on les aime, celles-là. Ouais, Oui. Elles sont mignonnes. Hein. Même chez Viltrox, hein, franchement, on en fera la semaine prochaine avec Jean-Nicolas. Non, mais c'est la semaine prochaine, ça. Non, 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 non. Alors, on reste sur les boîtiers. Une bonne option d'occasion à envisager. Le champ est très, Ah ouais. très, 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 très large.
Mais si on ne devait en proposer qu'un, Louis. Moi, j'ai cherché, parce qu'il y a quand même tellement de boîtiers en plein format Ah maintenant, ouais, neuf, c'est machin. sûr. Et comme moi, je me suis rendu plutôt chez Sony avec l'A7C, en fait, premier du nom, Ah qui est à ouais, 1000 euros. ok. Il y a des centaines de référencements, tu t'y perds un petit peu. Mais l'A7C, il fait ce que fait l'A7 III en un peu mieux, parce qu'il est un peu plus avancé au niveau de son logiciel interne, notamment. Il est très compact, c'est un compact, voilà, c'est un peu la taille du S9, mais avec une petite poignée, globalement. Il rentre et dans un ta viseur. poche, tu vas nous dire. Je ne le dirai plus, je ne le dirai plus. Dans la prochaine catégorie, il va pas nous la sortir, celle-là. Et voilà. Et donc, le premier Sony A7C, il a un petit charme quand même Ok. encore. Voilà, il a eu un petit viseur, il est stabilisé, et puis elle part comme montureuse. Je pense que c'est un bon choix, quoi. Marie? Alors, de manière globale, c'est vrai que sur le marché de l'occasion, il y a beaucoup Bah ouais. d'appareils, puisque avec toutes les générations, et on le disait tout à l'heure, les gens sont déjà passés sur les générations 2, 3, donc ils revendent leur génération 1. Allez, on se met dans la peau d'un primo-accédant qui veut s'offrir un petit boîtier full frame d'occasion. Il y en a un qui est assez dispo en ce moment sur le marché de l'occasion et assez concurrentiel, c'est le S5 II qui est vendu toujours neuf. Mais avec l'arrivée du S1 II, en fait, il y a pas mal de personnes qui ont basculé Ok. et qui ont revendu leur 5 II. Et du coup, on le retrouve à un prix très concurrentiel. Donc, je pense que ça peut être une bonne alternative. Bon. Ouais, mais j'ai bien envie de citer le R5 pour le coup de Mm. Canon, qui est un boîtier que moi j'ai adoré perso, qui était assez cher, hein, mais ça s'explique aussi en termes de dynamique au niveau du capteur, du résultat pur, même de l'AF, hein, cadence à 20 images secondes. En électronique, le viseur est somptueux, l'ergonomie hyper aboutie. Moi, je trouve que sur le marché de l'occasion, ça peut être une belle affaire. Pour terminer, est-ce qu'il y a des petits coups de cœur que vous voulez évoquer dont on n'a pas parlé? Moi, je fais le tour là, des boîtiers. Enfin, comme dire, en fait, il y a tellement de boîtiers maintenant qu'on Mm. dit, tiens, celui-ci, et celui-ci, et celui-là. Il y en a 12 par Il y marque. a qui restent- l'inoxydable A7 III quand même. Oui, Moi, qui je reste là, mais trouve bon, que moi, celui-là reste vraiment. Bah, j'ai mis on la peut le 7C citer parce que sans- c'est Ouais. lui en mieux, enfin en mieux sur le papier. Oui, mais moi, la quoi. 7C, j'ai jamais aimé l'ergonomie de cette Ouais, série-là. ouais. Donc après, ça, c'est un choix. Hein, mais la 7 III, je trouve vraiment que si on veut mettre la priorité plus d'argent dans les optiques, c'est un boîtier qui tient encore la route. Alors, peut-être pas pour la vidéo, mais pour faire de la photo, largement. Ok, allez, on continue avec le moyen format, grand format, vous appelez ça comme vous voulez, domaine plus que largement dominé par Fujifilm, qui a lancé cette année son GFX 100 RF, le premier compact expert doté d'un capteur de cette taille, le seul autre constructeur à avoir lancé un boîtier en 2025, c'est Hasselblad avec son X2D Mark II. Louis, je me tourne vers toi. Bon, alors on va pas faire toutes les catégories, hein, évidemment, sur ce genre d'appareil. On est plutôt dans une perception de budget no limit. Donc, on y va, En plus, Louis. En plus, ils sont The assez. best of the best. Ils sont en fait, hormis la vidéo qui est absente chez Hasselblad, ils sont assez similaires les boîtiers en fait. C'est le même capteur, c'est plus ou moins le même système autofocus. Et toi, tu l'as testé, le Hasselblad. Hein, tu fais Le partie Hasselblad, de- je l'ai testé. D'ailleurs, des le rares test dans la presse devrait spécialisée être photo. sorti quand le podcast est diffusé Ah, jeudi, ok. donc a priori. Le X2D2 100C, c'est facile à dire ça, X2D2 100C à chaque fois. Et je pense que c'est. Alors, je resegmente un petit peu. Si on fait le meilleur rapport qualité-prix, le GFX 100 S2 qui est à 5500 €, c'est un très bon appareil photo parce qu'il fait un peu le all-in-one, il a un peu tout ce qu'il faut et tout ça. Et il est pas trop cher, entre guillemets, pour ce que Mm. c'est. Il est très bon en photo, très bon en vidéo. Moi, je pense que le meilleur à ce niveau-là, ça reste quand même en photo, du moins le Hasselblad X2D2 100C, justement parce que la qualité des photos est exceptionnelle. Il y a un rendu des images Hasselblad qui est supérieur à celui que fait Fujifilm. Il n'y a pas les filtres de Fujifilm, les simulations de films de Fujifilm. Il n'y a pas tous ces petits gadgets-là. Mais les images brutes d'un boîtier Hasselblad, vous les sortez, vous êtes là, ah ouais, là c'est une image. Alors, il faut les bonnes optiques pour avoir un autofocus qui marche bien, même si maintenant ils ont renouvelé l'autofocus, qui a enfin un suivi des yeux et des visages et tout ça, ce qui n'existait pas avant. Donc, il marche assez bien, ils sont un peu cohérents avec ce que fait Fujifilm à ce niveau-là. C'est pas des boîtiers sport dans les deux cas, donc c'est pas mirobolant, mais c'est très bon. Et puis surtout, alors là, c'est un truc, c'est la stabilisation. Alors ça, la stabilisation chez Hasselblad, c'est assez exceptionnel. Parce que on parlait de boîtiers, ils sont tous plus ou moins stabilisés. Et normalement, les meilleurs, c'est souvent chez Panasonic ou chez les boîtiers micro 4 tiers qui ont une très bonne stabilisation. Et là, avec un boîtier Hasselblad, un capteur 100 mégapixels moyen format, vous avez la meilleure stabilisation du marché. Et c'est même pas en double stable avec une optique, quoi. C'est main levée, vous faites des photos à 3 secondes de pause, ça bouge pas, quoi. Ils ont ça, c'est grâce parce qu'ils ont un lidar, ils ont peaufiné la formule avec DJI, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Par contre, c'est assez bluffant parce que vous faites de la pose longue à main levée,
sans problème, quoi. Et ça, c'est vraiment assez bluffant avec du moyen format, quoi. C'est pas du micro 4 tiers. Et pour ça, ils sont assez super. Donc si moi je devais choisir qu'un seul boîtier en moyen format, ça serait sans doute le X2 200C. Mais c'est un boîtier à 7 200 €, mais qui est 1 500 € moins cher que le précédent modèle. Ça, c'est aussi un peu spécial du côté de Hasselblad. Je sais pas s'ils ont voulu casser les prix, si DJI a dit qu'il faut en vendre plus. Et du coup, on a un boîtier qui, entre deux générations, perd 1 500 €. Et ça, c'est, enfin, moi, c'est du jamais vu pour ma part, hein. Marie, d'occasion, si on veut se lancer dans le grand capteur. Ben, avec l'arrivée du X2D 200C, la version 1, je pense que ça peut être Ça vaut une très combien bonne. 6 000 € j'ai regardé. Ah ouais, quand même. Mais c'était lancé à 8 700, tu vois. Ouais. Ouais, tu mettais un bémol sur le sport, Louis. Moi, quand même, pour avoir fait pas mal d'essais avec le GFX 100 S2 et le 500 mm GFX, j'ai été assez épaté quand même, hein, par les performances. C'est-à-dire que commencer à envisager de la photo un peu en mouvement, on va dire, et d'action avec un grand format, j'ai trouvé ça plutôt probant pour le coup. Et pour prolonger ce qu'on disait sur le GFX 100 RF, hein, premier compact GFX, je trouve que quand on met une optique ultra lumineuse, parce que je suis comme toi, moi, avec ce genre de boîtier, j'ai envie de tout faire à pleine ouverture. Le 55 mm 1.7 GFX avec le GFX 100 S2, bon, bah, ça donne envie de, de rester avec cet appareil jusqu'à la fin de sa vie, en fait, tout simplement, quoi, et de ranger tout le reste. Bon. Allez, on continue et on termine avec une nouvelle catégorie, celle des boîtiers avec un ADN principalement tourné sur la vidéo. On l'a évoqué, ce segment est voué à se développer énormément dans le futur et toutes les marques risquent de s'affronter sur ce segment. Bien entendu, ici, il ne sera question que de boîtiers positionnés sous la barre des 5 000 €, car en vidéo et dans le monde du cinéma, les prix peuvent s'envoler extrêmement rapidement. Marie, je te donne la parole. La meilleure solution pour débuter, le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur du tous, budget no limite, sous les 5K. Alors, pour débuter, j'ai beaucoup hésité parce que j'ai 2 appareils qui sont très, très différents. Hem, il y a le Sony ZV-E10 III, 2 pardon. Il y a le Sony ZV-E10 II qui est très bien parce que, du coup, pour débuter en vidéo, il a tous les automatismes, enfin voilà, c'est un petit bijou pour ça, en APS-C. Mais moi, j'aime beaucoup encore la Blackmagic Pocket Cinema 4K. On l'oublie souvent, Blackmagic Design, hein. Bah, c'est ça. Alors, ça a ses limites parce qu'effectivement, face au Sony, ben, du coup, tu n'as pas tous les automatismes. Donc, mais par contre, le rendu vidéo de la 4K est vraiment bien meilleur. Enfin, donc, ça dépend un petit peu ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que comme on parle de vidéo, voilà, il y a un petit peu pour débuter. Donc, est-ce qu'on débute et on n'a pas forcément les connaissances et on veut vraiment tout automatiser? Dans ces cas-là, chez Sony, ça fonctionne très bien. Soit on va sur un appareil, sur une caméra qui a un rendu beaucoup plus cinématographique. Et là, la Pocket 4K a tout son sens. Et c'est un boîtier qui est très axé pour typiquement filmer des podcasts dans des setups fixes. Je suis pas sûr qu'à main levée pour du reportage, une Blackmagic Design, ça soit hyper... Ah ben, mon temps, les gens l'ont fait sans la F. Ouais, c'est vrai. Donc, pourquoi pas? Après, c'est juste le rendu ciné. Moi, franchement, je trouve que c'est une caméra à ce prix-là qui a un rendu esthétique qui est vraiment qui est assez exceptionnel pour le prix. Vraiment. Ok. Voilà. Allez, on augmente un peu le budget. Alors, en augmentant le budget, on en a parlé tout à l'heure, c'est le Nikon ZR, la Nikon ZR, parce que c'est une caméra. Le positionnement prix, l'alliance avec Red, la Science Color Red, voilà, pour moi, ça pose vraiment le jeu au niveau des caméras plutôt run and gun. Sachant qu'en plus, je trouve qu'on les attendait puisqu'on savait que ça allait arriver. Et je trouve le positionnement prix très intéressant. Ils n'ont pas essayé d'aller aller manger ce qui se passait déjà chez Sony et chez Canon. Ils ont positionné un petit peu en dessous. Ils ont envie on sent qu'ils veulent aller récupérer le marché. Ils veulent aller chercher les gens. Avec l'Alliance Red, ça a tout son sens. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Et puis on invite nos auditeurs à écouter l'émission spéciale qu'on a créée à la ZR, qui est bien dense, bien costaud, accrochez-vous, mais je pense que ça vaut le coup. Et la meilleure caméra, sous les 5K, pas en définition, en prix, hein.
Alors, j'ai mis le temps. Ouais. Alors, elle est un peu vieillissante, mais en fait, aujourd'hui, elle a personne vraiment en face, c'est la FX3 chez Sony. Pour moi, ça reste encore ce qu'il y a de mieux. La plage dynamique est vraiment très très bonne. Ça reste une caméra qui est excellente et qui est hyper compacte. Alors aujourd'hui, il y a la C50 chez Canon qui arrive un petit peu en face, mais on est ouais, il y a la C80 également, mais qui est un peu au-dessus des 5K. Mais pour moi, du coup, en dessous des 5K, je trouve que la FX3 est très bien positionnée en termes de prix par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Et on le voit, notre clientèle, encore aujourd'hui, achète de la FX3 Enfin, bien que la caméra maintenant soit un petit peu vieillissante, ça reste encore un produit qui est complètement cohérent. Louis, on t'écoute. Alors pour débuter, j'ai mis une caméra, appareil photo qui est pas forcément un coup de cœur, mais qui en fait qui est très très abordable. C'est le Canon EOS R50V qui a été lancé cette année, qui est brandé vidéo aussi un peu. Donc je suis un peu critique des trucs vlog, mais voilà, il y a une petite ergonomie vidéo et surtout il y a un tarif qui est très 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 contenu, quoi. C'est 759 € maintenant et le produit en 6 mois a perdu 50 € en neuf quand même. Donc, a été repositionné. Ça, c'est assez intéressant parce qu'en face, j'avais mis la Sony FX30 qui est à 2000 €. Vous voyez, c'est pas du tout le même produit. Il y en a un qui est plus axé cinéma, l'autre plus vidéo classique. Mais vraiment, pour débuter pour de la vidéo, peut-être qu'un petit R50V, on n'a pas de stabilisation, mais c'est pas forcément le principal problème en vidéo parce on a vite tendance à mettre ça sur une cage ou un stabilisateur ou un trépied. Et voilà, on a une petite ergonomie vidéo qui peut être intéressante. En rapport qualité-prix, j'avais aussi mis la ZR parce que bon voilà, on enfonce une porte ouverte, mais c'est vrai qu'à son prix, C'est avec comme ce le qu'il y a en bas, Z5 II en c'est ça, catégorie voilà. plein format, il n'y a pas vraiment d'autres choix. Voilà. Et comme dit Marie, ils auraient pu surfer sur les C50, les FX et te proposer, comme Sony avec la FX3. Globalement, la FX3, c'est un A7S3 en moins bien, hein. Enfin, si on est objectif, c'est un qui fait juste, il y a un ventilateur en plus, mais il y a moins de fonctions, mais Ouais. qui est proposé 1000 €, enfin 500, 1000 € de plus. Ils auraient pu dire, nous, on prend le ZR, on rajoute du Nikon, enfin du Red Raw, mais on enlève des fonctions en fait par rapport au Z6 III et on vous le propose à 3500 €. Ils ont dit non, on fait le choix inverse, on le met à un tarif hyper agressif, comme ce qu'ils avaient pu faire avec le Z8 et le Z6 et le Z9. Et là, pour ça, c'est vraiment très pertinent. Et pour le meilleur de tout, j'avais mis aussi FX3 ou C50 parce que C50, bon voilà, il y a aussi le choix tarifaire, elle est un peu plus chère, elle embarque un peu plus de choses. Et la FX3, c'est un peu la valeur de référence, même si elle est technologiquement dépassée par les autres, qu'il n'y a pas de RAW, qu'il n'y a pas de fonction annexe en plus. Ça reste une caméra de référence pour beaucoup. On a fait des films avec justement. Il y a la monture E. Il y a des gens qui ont des FX3, mais en fait après ils ont des FX6, et puis après ils ont des Venice, et puis c'est un peu c'est tout un écosystème de chez Sony. Après, moi, il y a un truc quand je relis toutes ces caméras qu'on a mentionné, ce qui me chiffonne et ce qui me chiffonne à chaque fois et qui m'arrache les cheveux, c'est l'absence d'enregistrement sur SSD externe. Ah, ça. Benjamin, tu veux nuancer? Non, je suis globalement d'accord avec tout ça. Il y a la 7S3 qui me paraît quand même aussi incontournable d'occasion éventuellement, qui reste tout à fait d'actualité, avec le capteur 12 millions hypersensible selon ce qu'on fait. Pour du reportage, ça reste quand même super. Mais pour le reste, non, il n'y a pas grand-chose à ajouter, hein. Je suis d'accord avec vous deux. Le ZVE1, je vais le nommer, qui est la 7S3 mais sans viseur, qui est une espèce de proto FX3 en fait. Qui est le ZV1 plein format, on va dire. C'est ça, mais avec la possibilité de changer d'optique. c'est la 7S3 sans viseur, Ouais. mais qui a moins de 2000 € d'occasion, qui chauffe un peu sur le longue durée, mais fondamentalement Ouais. c'est la même chose. FX3, 7S3, ZV1, c'est les mêmes Ouais, caméras. c'est vrai, quoi, c'est vrai. On n'a pas trop le budget. Eh ben, écoutez, on va conclure là-dessus. C'était les sélections des meilleurs produits hybrides 2025 avec Marie Courtel de MN Photo Vidéo et Louis Royer de Phototrend.